On a souhaité faire ce point presse puisque pour la première fois le sommet d'élevage accueille la commission des affaires économiques du Sénat. On donne la parole ensuite à Sophie Primas. Merci beaucoup Monsieur le Président. D'abord je voudrais vous remercier Monsieur le Président de cette invitation qui est effectivement la première pour la commission des affaires économiques du Sénat. Je suis venue avec une délégation de sénateurs. Je vais vite vous les présenter parce que vous allez comprendre qu'on représente ici aussi la diversité de ces territoires et des préoccupations. Michel Raison est le sénateur qui a défendu et est rapporteur de la loi Egalim l'année dernière et qui, avec d'autres sénateurs, suit en permanence les résultats et les conséquences de cette loi Egalim. Le sénateur de ce département, Laurent Duplon de la Haute-Loire, qui est très engagé, évidemment, agriculteur lui-même, très engagé sur les affaires agricoles. Alain Durand de l'Ariège, qui est là, qui représente aussi l'agriculture de montagne par les Pyrénées. Patricia Moret-Richaud, très engagée sur le pastoralisme, élue des Hautes-Alpes. Et puis Marie-Christine Chauvin, qui est du Jura. Nous sommes venus cette année particulièrement parce que nous pensons que malgré les alertes des années précédentes, malgré les efforts que l'on peut reconnaître, en tout cas les volontés d'efforts et malgré les états généraux de l'alimentation, nous sommes aujourd'hui dans une période qui est une période cruciale pour l'élevage. Les voyants sont au rouge. Les résultats de la loi Egalim n'ont pas permis ni le ruissellement de la valeur vers les agriculteurs et une augmentation des prix d'achat qui vous sont proposés. Nous assistons à une décapitalisation des cheptels partout en France, singulièrement dans cette région, où nous voyons disparaître à la fois des élevages, mais aussi nous voyons disparaître des cheptels. Ça nous préoccupe beaucoup. Des résultats économiques qui sont difficiles et du coup des installations de jeunes agriculteurs qui sont quasi impossibles, en tout cas dans les secteurs traditionnels de l'élevage. Donc tout cela nous contrarie évidemment beaucoup. Nous sommes à l'aune, évidemment c'est l'actualité, j'allais dire, de l'arrivée de la discussion du CETA au Sénat. C'est un accord de libre-échange sur lequel nous sommes censés donner notre accord ou pas au Sénat, et sur lequel nous avons de grosses différences d'appréciation avec l'Assemblée nationale, on en reparlera précisément. Et puis nous sommes à quelques jours de l'ouverture et des discussions sur le budget, le projet de loi de finances pour l'année prochaine, qui voit notre grande surprise, non seulement un retrait du soutien apporté aux chambres d'agriculture, mais aussi une régionalisation, et ça c'est un peu la nouvelle des dernières heures, une régionalisation des chambres d'agriculture par une diminution des recettes des chambres départementales et des moyens des chambres départementales. Donc nous avons là une situation qui ne nous semble pas être dans la lignée de ce qu'il faut pour mobiliser en fait l'ensemble du pays sur cette cause nationale qui est aujourd'hui pour nous réelle, qui est la subsistance, la survie et le rebond de l'élevage en France. Nous avons ici, alors nous venons voir les institutionnels, on est allé voir les syndicats, les chambres, les jeunes agriculteurs, on est invité par Interbev ici, on les remercie, mais on va passer 2 heures tout à l'heure avec les éleveurs, parce que c'est vraiment avec eux qu'on veut discuter, on veut comprendre comment aujourd'hui ils ressentent leur métier, comment ils peuvent rebondir, et nous sommes en tout cas disposés très rapidement, extrêmement motivés à prendre au Sénat des initiatives pour soutenir la filière. Voilà, c'est le sens aujourd'hui de notre venue. Nous ne sommes pas en compétition ni avec l'Assemblée nationale, ni avec le ministre qui passera ce matin, mais nous qui sommes des élus du territoire, je crois qu'on veut déclarer aujourd'hui l'élevage cause nationale et une mobilisation nationale pour l'élevage. Se faire ici, dans l'interprofession, on doit être capable de changer nos logiciels, nos façons de fonctionner, mais on a aussi besoin d'une vraie cohérence politique. Et Sophie l'a dit, quand on est éleveur, aujourd'hui on est déjà dans des situations très difficiles, on a besoin de perspectives et on n'arrive pas à voir quelle est la ligne que le gouvernement veut nous donner. Et ça c'est ultra nécessaire, on parle de transition agricole, de changement du modèle. Le modèle, il n'est toujours issu que d'une politique agricole et d'une volonté agricole portée par le gouvernement. C'est pas un éleveur qui décide, et c'est pas ni les syndicats qui vont décider du modèle. On appliquera le modèle
à la ligne politique. Et aujourd'hui, la ligne politique, elle n'existe pas. On a des discours qui sont diamétralement opposés entre ce qu'on a entendu au travers des États généraux, avec cette volonté de protéger le modèle, de ramener de la valeur, et puis cette politique de libre-échange où, pour le coup, on est à l'opposé de cette ambition portée par les États généraux. Et puis, on l'a entendu dans les propos de Sophie Primas, on est attaché à la cohérence du Sénat, parce que souvent, justement, on retrouve du bon sens et de la cohérence dans les décisions du Sénat. Et sur des sujets comme le CETA, on va avoir besoin de ce bon sens du Sénat pour remettre un peu d'ordre par rapport à ce qui s'est passé, justement, par rapport au vote de l'Assemblée, où voilà, vous avez des députés qui peuvent à la fois porter les États généraux et aussi défendre l'importation de viande qui ne respecte pas les règles qu'ils ont déjà fixées dans la loi des États généraux. Ça, c'est quelque chose d'ultra nécessaire aussi pour nous et pour notre profession. Un certain nombre d'entre nous ici, mais pas tous, nous sommes plutôt des libéraux. Et donc, évidemment, c'est assez facile de nous dire « Ah, mais vous êtes contre les accords de libre-échange alors que vous êtes des libéraux ». Bien sûr, nous sommes des libéraux. Et je considère, à titre personnel, je parle là pour moi, mais peut-être pour un certain nombre de nos collègues, que les échanges internationaux ne sont pas nécessairement mauvais. D'ailleurs, nous-mêmes, nous exportons, nous-mêmes, nous avons des filières agricoles et nous avons des filières industrielles qui vont profiter de ces accords internationaux. J'étais hier à l'Assemblée générale de l'amidonnerie, 75% de la production est exportée. Et au passage, on exporte notre savoir-faire, on exporte le savoir-faire des Français en termes de transition écologique, on exporte beaucoup. Donc les accords sont importants. Mais c'est ce qu'il y a à l'intérieur des accords qui est important également. C'est dans le détail que c'est important. Et aujourd'hui, sur une filière élevage qui a connu déjà des antécédents, on parlait tout à l'heure avec madame dont j'ai oublié le nom et je m'en excuse, Michel Bonan tout à l'heure, des accords de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande il y a une vingtaine d'années, c'est ça madame et on voit à quel point ces accords qui semblaient ne pas toucher la filière à l'époque, qui ne semblaient ne pas avoir d'impact à l'époque, ont complètement mis en péril l'ensemble de l'élevage. Donc il faut qu'on soit prudent. Aujourd'hui, nos amis canadiens nous disent mais c'est pas très grave les quelques milliers de tonnes qu'on va importer. Bien sûr, c'est pas très grave. Donc si c'est pas très grave, on l'enlève de l'accord et il n'y a pas de problème pour l'élevage. Parce qu'en réalité, ce qu'on cherche, et ce que disait tout à l'heure Bruno Dufayet très très bien, c'est une cohérence des politiques. On ne peut pas demander à l'agriculture française d'avoir un modèle dont on détermine les modes de production. Et on est très exigeant avec ces modes de production sur le bien-être animal, sur la qualité sanitaire de nos produits. Et tant mieux, on est très heureux de ça. Mais dans la même période, on ne peut pas accepter d'importer des produits qui mettent en péril notre filière et qui sont réalisés, qui sont produits avec des modes de production différents. Et ça, ce n'est plus possible à entendre à un moment où la filière est en grand danger. Donc il y a une vision à court terme sur n'importons pas des produits avec des carcasses qui sont élevées différemment des modes de production qu'on impose à nos éleveurs français. Et puis, ne mettons pas en péril à long terme notre filière. Et on a l'exemple effectivement de la filière ovine pour nous apprendre les conséquences à long terme de ce qui peut se passer. Des politiques. Derrière les EGA, derrière les États généraux d'alimentation, il y a eu une loi. Il y a une loi qui justement avait pour objectif de protéger notre modèle de production et notamment au travers d'un article, l'article 44, qui était né au Sénat d'ailleurs et qui avait été repris ensuite par un député qui sera là demain. Il y a un article, l'article 44, qui dit qu'on ne peut pas commercialiser en France des productions qui ne respectent pas nos normes européennes. Donc ça, c'est dans la loi, ça fait partie de la loi, ça a été voté. Et on a la ratification du CETA qui est passé justement à l'Assemblée nationale et qui a été voté favorablement par les députés et par ces mêmes députés, et dans lesquels finalement on autorise l'entrée de 67 000 tonnes de viande qui ne respectent pas justement nos normes de production européennes. Vous l'avez entendu, on le redit, farine animale, antibiotiques comme activateurs de croissance, c'est interdit en Europe, c'est autorisé au Canada. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle, quand on parle de députés hors la loi, on ne parle pas de bandits, hein. On parle justement en dehors de la loi. C'est-à-dire qu'on vote une loi, on a travaillé, les filières ont travaillé pendant 2 ans sur une loi, et d'ailleurs on est capable de ratifier sur un autre projet de loi le CETA qui ne respecte pas la première. Et ce sont les mêmes personnes qui portent ces deux messages. Et nous, ça, c'est pas possible. Aujourd'hui, la situation de l'agriculture, la situation de l'élevage fait qu'on ne peut pas accepter cette incohérence politique. Ce qu'on disait, on a besoin d'un cap. C'est aussi ce qu'a évoqué Sophie. On a besoin d'un cap très précis. Et c'est pour ça qu'on fait ce parallèle entre les EGA et le CETA. Et on interpellera
les députés qui seront présents au sommet d'élevage sur cette incohérence politique. Il faut qu'ils arrivent à nous expliquer comment dans la tête d'aujourd'hui d'un député, on peut voter ces deux sujets de façon aussi opposée. Dernière, M. Ferreira, le directeur de la DGAL, s'est exprimé devant la commission du Sénat. Est-ce qu'il ne vous a pas apporté des garanties comme quoi le bœuf qui allait venir ici, il présentait les mêmes gages de qualité que celui qui est produit en France? Alors, ce qui est très important de comprendre, je sais que je parle à des personnes qui sont extrêmement averties, c'est qu'en fait les contrôles qualité, on pourrait parler longuement des contrôles qui sont réalisés à nos frontières européennes, et Laurent Duplon est un grand spécialiste de ça, mais les contrôles en fait portent sur la qualité et les doses minimum requises, je crois que c'est ça le terme exact, c'est ça le terme exact. Tout ce qui se passe avant, sur les formes de production, c'est là où c'est très ambivalent en fait. Tout ce qui se passe avant ne peut pas faire l'objet d'accord, en réalité en raison des règles de l'OMC. Et c'est ça aujourd'hui la difficulté, c'est qu'aujourd'hui on demande des contraintes, ou en tout cas on demande des choses aux agriculteurs en termes de qualité de production, de moyens de production, et on ne peut pas les imposer à la viande qui rentre. Et c'est pas un problème de qualité, il n'y a pas de résidus de pesticides, il n'y a pas un certain nombre de choses, mais en réalité on ne peut pas imposer des normes de production aux agriculteurs canadiens. Nous ne parlons pas du Brésil, parce que là, le Brésil, on n'a même pas de traçabilité. Donc là, c'est encore un autre problème, et un problème plus grave. Alors, il faut savoir, c'est que justement dans l'accord CETA, on n'interdit pas les farines animales. Il n'y a pas de clause qui aujourd'hui touche le modèle de production. Hormis les hormones qui sont protégées par l'Europe et en dehors du CETA, on n'a pas de clause, dans l'accord CETA, il n'y a pas de clause qui interdise d'importer de la viande d'animaux nourris avec des farines animales, d'animaux sur qui on a utilisé des antibiotiques comme activateurs de croissance. Ça ne fait pas partie des règles aujourd'hui qui sont protégées. Et donc, monsieur Ferreira, en tant que DGL, n'a même pas à le contrôler. On ne contrôle pas ce qui n'est pas interdit de toute façon. Et ça, c'est clairement autorisé. Et pourtant, on est vraiment sur des pratiques qui sont normalement interdites en Europe. Moi, j'ai dit, a priori, le Canada a mis en place des règles spécifiques pour ces productions de viande chez les éleveurs concernés. Il y en a 36 a priori qui sont concernés par les exportations vers la France. Et donc le Canada a mis un dispositif en place pour faire en sorte que leurs règles soient les mêmes que les nôtres, y compris pour les farines animales. C'est ce que M. Ferreira a dit la semaine dernière. Donc, elle est où la vérité? Ben, Monsieur Ferreira vous a parlé des 36 fermes. Alors déjà, il y a une question, moi j'aimerais, j'espère que vous lui avez posé, mais de la taille des fermes. Et puis, les 36 fermes doivent respecter les normes européennes qui sont liées aux règles du commerce. Donc aujourd'hui, en fait, ce qu'on va demander aux 36 fermes, c'est justement de garantir qu'elles n'utilisent pas d'hormones. Ça, c'est une obligation. Et les 36 fermes devront produire effectivement de la viande bovine sans hormones. Mais le sujet n'est pas sur les hormones. Le sujet, ça c'est déjà dans les règles du commerce, c'est encadré par les règles du commerce. Sauf qu'aujourd'hui les règles du commerce, comme l'a dit Sophie Primat de l'OMC, n'interdisent pas l'utilisation de farine animale. Et donc dans ces 36 fermes, il n'y a pas le sujet des farines animales. On remet, c'est toujours la même chose. On ne peut pas imposer, de toute façon on ne peut pas imposer à qui que ce soit quelque chose qui n'est pas interdit. Et là-dessus, c'est aussi simple que ça. Donc effectivement, quand il dit que les 36 fermes vont respecter les normes, oui, elles respecteront la norme hormone. Là-dessus, il n'y a pas de sujet. Après, je ne sais pas si vous l'a dit, mais je vais en profiter aussi parce que c'est des bruits. Vous inquiétez pas, les Canadiens n'ont aucune envie d'exporter sur l'Europe. Alors déjà, Sophie Primat l'a très bien dit, ils se sont battus pour avoir 67 000 tonnes. Ils se sont battus dans l'accord pour avoir ces 67 000 tonnes. Généralement, quand on se bat dans un accord de ce type-là pour avoir un volume, c'est qu'on a envie de le produire. Et puis, les premiers signaux arrivent. C'est-à-dire qu'on sait, on a un accord qui est long, qui se met en place sur 6 ans, donc on leur donne la possibilité d'adapter leur modèle de production sans hormones, parce qu'ils ne savaient pas trop le faire ça, pendant 6 ans, et venir abonder le marché, dans 6 ans on sera à taux plein. Aujourd'hui on se rend compte que déjà il y a des signaux 2019, dans les 6 premiers mois de 2019, le Canada a exporté sur l'Europe l'équivalent de 2018 entier. C'est-à-dire qu'on est vraiment on est vraiment parti sur une logique où le Canada est en train d'adapter sa filière et est en train justement de s'organiser pour abonder ce nouveau contingent à 67 000 tonnes qu'on a ouvert sur l'Europe. Et c'est bien légitime. Le problème, c'est un problème de différence de normes de production entre nous, ce qu'on nous impose ici, et ce qui est fait là-bas. Donc moi, je ne dis pas que la viande canadienne est très bonne. Pour être allé au Canada plusieurs fois, c'est très bon la viande canadienne. Bon, c'est une distorsion de concurrence. La deuxième chose, c'est qu'on a un deuxième problème, et qui est un problème national, qui n'est pas un problème européen, qui est un problème national, qui est un problème de surtransposition des normes européennes en France. Voilà, quand on interdit plus que ce qui est interdit en Europe, on met nos propres agriculteurs français dans des situations de distorsion concurrentielle intra-européenne,
et encore plus, évidemment, quand on parle d'accords internationaux, puisque les normes qui correspondent à nos frontières sont les normes européennes et pas les normes françaises. Avec 4 intervenants qui font l'exportation vers l'Italie, on vend à perte depuis enfin, c'est pas possible, ce n'est pas possible. Or, on est le premier importateur de broutard en Italie et pratiquement le seul aujourd'hui. Donc quand même, on est dans une situation où les conditions de marché sont bonnes et où on ne peut pas rémunérer les agriculteurs à leur prix de production. Là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc vous avez raison sur la loi Egalim. Ce point-là, il est majeur. Et ce point-là, pour nous, en tout cas sénateurs, il a été loupé. Je crois que la situation est tendue, que le problème est grave. Et là, je crois qu'on attend beaucoup du Sénat. C'est-à-dire que le Sénat déjà ne vote pas les dispositions du CETA, parce qu'on a considéré que les contraintes qui sont mises sur les agriculteurs français pour produire, en particulier la viande, sont beaucoup plus drastiques et draconiennes que ce qui peut exister au Canada. Donc pour nous c'était très clair, lorsque le dossier va arriver au Sénat, ça sera un refus de ce genre de disposition. Et on sait très bien, deuxième point, que les contrôles dont on nous dit qu'ils vont être efficaces et que rien ne passera de ce qui ne sera pas aux normes françaises et aux normes européennes. On sait très bien que les contrôles ne sont pas efficients et qu'il n'y aura pas suffisamment de monde pour faire le contrôle et qu'on aura effectivement des grosses quantités de viande qui sont à des normes, en particulier au niveau des hormones et au niveau des produits endocriniens, qui seront complètement, qui sont beaucoup plus importantes. Et donc on ne peut pas accepter ça au niveau français et au niveau européen. Voilà, donc là c'est vraiment un gros dossier. Là. C'est un dossier très important. Je ne suis pas la commission économique, c'est mes collègues qui sont la commission économique, mais moi je suis la commission développement, aménagement du territoire et développement durable, et c'est un sujet aussi qui nous inquiète, et moi j'ai tenu en tant que sénateur du Puy-de-Dôme à accompagner cette délégation de la commission économique qui est emmenée par Sophie Primas. Vous n'avez pas parlé du Mercosur, c'est que vous n'êtes pas inquiet? Alors le Mercosur, on n'y est encore pas, mais à mon avis il a du plomb dans l'aile quand même. Parce que vu les discussions qu'il y a sur le CETA, qui est un sujet quand même beaucoup plus facile que celui du Mercosur, vu ce qui s'est passé en Amazonie cet été, je pense que le Mercosur a du plomb dans l'aile quand même. Là, qui veulent défendre le GA, mais le bon EGA, c'est-à-dire par rapport au CETA, qui sont inquiets. Oui, je crois que le CETA, c'est vraiment un texte qui pose un certain nombre de soucis. Je crois qu'il faut le regarder globalement. Pour l'instant, les sénateurs n'ont pas été sollicités, puisqu'on aura ce texte qui va passer simplement en fin d'année. Mais c'est vrai que c'est un texte qui pose problème, il faut le regarder avec attention et le regarder surtout d'une vision très globale, parce qu'il y a certains secteurs de l'agriculture qui pourraient être bénéficiaires de ce texte, mais je crois que la grosse partie, notamment sur la partie bovin, pose réellement souci, donc je crois qu'il faut le regarder avec beaucoup d'attention. Patrick Bénézy, secrétaire général adjoint de la FNSEA. Voilà, donc là on entend beaucoup parler de GA, de CETA, c'est un sujet brûlant et là vous craignez. C'est un sujet brûlant, nous on ne comprend pas que les mêmes parlementaires qui votent les lois sur les EGA, et notamment qui visent à interdire, à notre demande d'ailleurs, tous les produits qui sont importés et qui ne correspondent pas à nos normes de production, la viande du Brésil ou du Canada, mais d'autres produits, notamment végétaux, qui peuvent venir du monde entier. On ne comprend pas que ces mêmes parlementaires qui votent cette interdiction votent ensuite pour le CETA. Il y a une incohérence politique et nous ce qu'on veut c'est qu'il y ait de la cohérence politique de la part des parlementaires et qu'ils ne soient pas hors la loi comme ça a été le cas au moment du vote du CETA. Mesdames et messieurs, bonjour. Le 23 juillet dernier, l'Assemblée nationale a ratifié le CETA, l'accord de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne qui ouvre la voie à l'importation d'un contingent de 60 950 tonnes de bœuf canadien en Europe par an. Une ratification arrachée à une courte majorité, 266 voix pour, 213 contre et surtout 74 abstentions, à l'issue d'un débat houleux qui a mis en lumière une profonde division au sein de la classe politique mais aussi de la société, sur fond de réprobation unanime des organisations agricoles. Un peu plus de 2 mois après ce vote, nous nous retrouvons aujourd'hui ici pour, comme on le dirait dans le jargon sportif, refaire le match en présence de députés partisans et opposants du CETA. Bruno Dufayet et Valérie Imbert, éleveurs, nous feront part de leur inquiétude vis-à-vis de ce traité et de son impact sur le modèle d'élevage français.
Je vous demande donc d'accueillir à leur côté Roland Lescure, député représentant les Français du Canada et des États-Unis et président de la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, Jean-Baptiste Moreau, député de la Creuse et rapporteur de la loi Egalim, Jean-Yves Bonny, député du Cantal, André Chassaigne, que tout le monde appelle ici Dédé, député du Puy-de-Dôme, et enfin François Ruffin, député de la Somme. Alors ma première question sera pour Valérie Imbert, éleveuse au Brac dans l'Aveyron. Quelles sont aujourd'hui les spécificités du modèle d'élevage français? Et pour l'illustrer, pouvez-vous vous présenter votre exploitation? Alors, bonjour à tout le monde. Valérie Imbert, donc, comme vous venez de le dire, je suis agricultrice dans l'Aveyron, au sud du Cantal. Bon, ma particularité, c'est que mon exploitation se situe sur 3 départements, l'Aveyron, le Cantal et le Lot, 2 régions différentes, Auvergne-Rhône-Alpes et Occitanie. Et je suis agricultrice de maman de 3 grands-enfants et je travaille avec mon mari sur une exploitation familiale avec 150 vaches au Brac que l'on estive dans le nord du Cantal, sur 220 hectares, donc un système extensif. Voilà. Une exploitation, donc une ferme familiale, à plus de 80-90% à base d'herbe, quasi autonome. C'est l'exploitation classique qui est en phase avec la société et la demande du consommateur, puisqu'on estive sur le nord du Cantal, voilà, familiale, autonome et à base d'herbe. C'est ce que recherche la société avec le bien-être animal. Donc vous avez l'impression de vous inscrire parfaitement dans ce qui a été demandé dans le cadre des états généraux de l'alimentation. Tout à fait. Je suis, me semble-t-il, l'exemple système bovin-viande classique, en phase avec l'attente de la société. On a petit à petit de plus en plus de demandes de consommateurs à tous les niveaux et on se doit de répondre à la demande du consommateur par rapport à la santé animale, à la sécurité alimentaire et le bien-être aussi de l'éleveur. Nous avons la chance d'avoir parmi nous aujourd'hui Jean-Baptiste Moreau, qui était le rapporteur de la loi Egalim. Donc dans cette loi, il y a un amendement qui a été voté, qui est l'amendement 44, qui interdit toute commercialisation en France de produits pour lesquels il a été fait usage de produits vétérinaires ou d'aliments pour animaux interdits par la réglementation de l'UE. Pouvez-vous nous en dire plus un petit peu sur la nature de cet amendement et sur son intérêt? Cet amendement, c'est moi qui l'ai rédigé, donc je le connais assez bien, relativement. C'est moi qui l'ai fait voter aussi, puisqu'en tant que rapporteur, c'est moi qui l'ai présenté. Donc effectivement, le modèle, ce que je veux dire, c'est effectivement, j'ai voté pour le CETA. J'ai pas voté pour le CETA sur ordre, que les choses soient claires, mais parce que j'ai la conviction, parce que j'ai étudié, parce que j'ai posé des questions, parce que j'ai demandé, j'ai interrogé les différents acteurs de cet accord, que cet accord est globalement bon pour l'agriculture française et qu'il n'est pas néfaste pour la production bovin-viande. C'est ce que j'ai dit dans l'hémicycle et je le répète, si j'avais eu le moindre doute sur le fait que ça me fragilise une filière que je connais par cœur, parce que je suis éleveur bovin-viande, éleveur de limousine en Creuse, j'étais président de COP, président d'un abattoir, si j'avais eu la moindre inquiétude sur le fait, et le moindre doute sur le fait que CETA risquait de déstabiliser cette filière qui est en crise structurelle depuis plus d'une vingtaine d'années, je ne l'aurais pas voté. J'aurais été le premier à m'y opposer. Je suis convaincu du contraire. Par contre, tous les accords commerciaux ne se valent pas. C'est pour ça que depuis le début, dès l'annonce par la commission de la ratification par la commission du Mercosur, je me suis opposé au Mercosur et j'ai dit depuis le départ que cet accord ne pouvait pas être un bon accord à partir du moment où il intégrait l'agriculture, parce que cet accord du Mercosur n'a rien à voir avec le CETA. C'est complètement différent. L'agriculture n'est pas la même. Les contrôles sanitaires ne sont absolument pas les mêmes. Je veux dire, sur le CETA, on a en face de nous des autorités sanitaires qui sont équivalentes, à mon avis, à celles qui sont en France et certainement supérieures aux autorités sanitaires à certains pays européens aujourd'hui. Par contre, sur le Mercosur, il y avait une étude du commissaire Dantin, du député Dantin en 2018 qui a montré qu'il n'y avait absolument aucune traçabilité et aucune traçabilité, aucun étiquetage possible et aucune confiance possible dans les contrôles tels qu'ils se pratiquaient dans le Mercosur. Les États généraux de l'alimentation est sorti de ces États généraux de l'alimentation une montée en gamme pour l'agriculture française, mais pas une montée en gamme pour une montée en gamme. Si on veut préserver notre modèle agricole française fait de fermes à taille humaine, de fermes pour la plupart familiales,
c'est pas dans la compétitivité prix qu'on y arrivera, que les choses soient claires. L'agriculture française, elle a besoin d'exporter. Il ne s'agit pas de se replier sur soi, ça serait complètement irréaliste. Enfin, il y a beaucoup de bovins allaitants autour d'ici, ils savent très bien qu'on consomme très peu de viande de mâle, donc les mâles, on les envoie en vif ou en carcasse en Italie. Et on a besoin de ça, et on sait que l'Italie est un partenaire qui, ces dernières années, devient de plus en plus compliqué. Donc, on ne peut pas vivre en autarcie au niveau de l'agriculture française, ça serait la destruction de l'agriculture française. Maintenant, il faut qu'on aille conquérir nous aussi des marchés, mais sur nos qualités propres, pas sur la compétitivité du prix. Si on fait au moins cher, une ferme de 60 têtes de bétail ne sera jamais compétitive avec une ferme de 1000, même si on travaille sur toutes les charges du monde, même si on met les charges à zéro à la limite. De toute façon, il y a une notion d'économie d'échelle qui fait que les fermes de 1000 têtes, elles sont toujours plus compétitives au niveau du prix. Par contre, il faut valoriser la qualité France, valoriser justement, on a un certain nombre de contraintes effectivement qui nous sont posées notamment par le consommateur au niveau des cahiers des charges de production en France, et il faut valoriser cette qualité différenciée à l'export, parce que la gastronomie française, elle est quand même connue un peu partout dans le monde. C'est quand même curieux qu'on arrive à vendre du vin, qu'on arrive à vendre des produits laitiers, et qu'on arrive que très partiellement ou très mal à vendre de la viande. Enfin, je veux dire, et concrètement, par rapport au CETA, cet article 44, il va s'appliquer comment? C'est pour le consommateur. Parce que en fait, les mots sont assez forts. Non, mais le problème, c'est ce qu'on a dit au moment de cette loi, c'est que maintenant l'article 44 il est voté, mais il faut se donner les moyens au niveau européen et pas au niveau franco-français, parce que c'est au niveau européen qu'on parle, d'être en capacité de contrôler ce qui circule à l'intérieur de l'Europe, mais d'aller contrôler dans les pays d'origine, avant l'ouverture des pays, la qualité de ce qui est produit. Je crois que Bruno Dufayet vous répond. Non, je veux aussi recentrer le débat. C'est-à-dire que le débat, on va pas refaire. Moi, on fait un débat entre députés et éleveurs. Il y a chacun à sa mission. Nous, éleveurs, on doit produire, on doit justement aussi s'adapter aux décisions politiques pour définir le modèle agricole de demain. C'est d'ailleurs tout l'enjeu. Et puis nous, ce qu'on demande à un député, et c'est aussi les questions moi, que j'aimerais qu'on évoque aujourd'hui sur ce débat-là. Un député, il a deux missions en gros. Il a une mission. C'est pas du tout restrictif quand je dis ça. Je ne veux pas minimiser la fonction du député. Il ne faut pas faire de parallèle de ce type-là. Mais un député, il doit représenter d'abord sa circonscription à l'Assemblée nationale, et ensuite il doit voter des lois. Il doit faire en sorte, en plus, de s'assurer qu'il y ait une cohérence dans le vote de lois successifs. Ça, c'est la mission du député. Quand Jean-Baptiste nous dit qu'il faut exporter, j'ai pas le sentiment que ce soit l'Assemblée nationale qui va organiser les camions et que c'est pas Jean-Baptiste qui va les exporter. Ou alors on va lui en remplir des camions, il va aller les exporter. C'est pas ça le sujet. Là vraiment, c'est le sujet sur... Tu parles du modèle... Dans la première question, Dominique pose la question à Valérie sur le modèle agricole. Moi, ce que je dis, et je le dis toujours, le modèle agricole, c'est pas les agriculteurs qui vont le définir. C'est les politiques générales agricoles données par le pays qui font le modèle agricole. Et là, aujourd'hui, nous, en tant qu'éleveurs, on ne comprend plus, quoi. On ne comprend plus, il y a une incohérence. Jean-Baptiste a porté la loi Egalim, il a porté cet amendement, effectivement, tu l'as évoqué, cet amendement sur l'article 44 qui interdit la commercialisation de produits qui ne respectent pas nos normes. On l'a d'ailleurs plutôt félicité à l'époque, parce que ça donnait du sens pour écrire un modèle agricole. Et derrière, on se retrouve quelques mois après, avec l'arrivée du CETA, où là on se dit, de toute façon, on a des députés qui sont cohérents. On a des députés qui ont une logique de voter des lois qui est de la cohérence entre elles, et là on ratifie le CETA. Où est le sens? On ratifie, et finalement quand nous on parle, vous avez dû le voir, et puis vous le verrez si c'est votre arrivée au sommet de l'élevage, vous allez voir, on parle de députés hors la loi. Quand on parle de députés hors la loi, on ne parle pas de députés bandits, on dit juste que le cumul des lois fait que la deuxième ne respecte pas la première. On est en dehors de la première loi quand on vote la deuxième. On est prêt à autoriser l'importation de viande qui ne respecte pas du tout les conditions de l'article 44. Donc là, nous, on demande une vraie cohérence. Et on ne peut pas nous dire, organisez de la transition, faites ceci, faites cela sur vos fermes, si déjà, de toute façon, l'orientation politique n'est pas vraie. Et moi, là, ce que j'aimerais arriver à comprendre au travers de ce débat, quelle est la cohérence des politiques, qu'est-ce que dans la tête d'un député peut nous amener à voter ou pas les États généraux, ou voter ou pas le CETA. Voilà. Sur cette question de la cohérence, on va peut-être faire un tour de table. Donc c'est pas une table ronde, mais bien un débat. Donc vous pouvez prendre la parole à tout moment, hein, sans vous interrompre, sans que ça soit une foire d'empoigne. Mais bon, voilà, peut-être on est déjà essayé de commencer sur cette question de la cohérence entre les EGA et la signature du CETA. Oui, ça a été dit. Tout de suite. C'est qu'en définitive, je me tourne vers mes collègues députés qui ont voté le CETA, vous avez, on discute toujours un peu rudement entre nous, hein, ça n'empêche pas le respect, vous avez un comportement de contrebandier. C'est-à-dire que les contrebandiers, ils passent à travers les frontières
des produits qui sont des produits qui sont soumis à contrôle ou qui sont interdits dans le pays où ils vont. Or, il y a une contradiction vraiment fondamentale entre la loi Egalim, effectivement, et le fait de signer le CETA. C'est une opposition qui n'est pas... vous ne pouvez pas la nier, parce que c'est écrit noir sur blanc. Ça avait d'ailleurs été annoncé par le président de la République dès son premier discours, qui était où déjà? Hein? À Rungis. Il l'avait dit, j'ai relu le discours plusieurs fois, je l'ai cité à l'Assemblée nationale, on ne doit pas importer des produits qui ne respectent pas les normes qui sont les nôtres. Et c'est la réalité. Deuxième point, vous répondez en disant, si les normes peuvent être les mêmes. Non, absolument pas. Il y a ce qu'on appelle l'effet miroir, où on devrait, enfin, c'est comme je sais pas moi, c'est comme le bon Dieu, quoi. On devrait considérer qu'a priori, les normes canadiennes qui ne sont pas les mêmes que nous, par un effet de miroir, sont semblables aux nôtres. Ce n'est pas le cas. Et si par la suite, on s'oppose à l'introduction de produits qui ne respectent pas les normes européennes, ça ira devant un tribunal arbitral et on sera condamné comme beaucoup de pays ont été condamnés. Troisième point, je termine pour ne pas être trop long. Quel contrôle? Quel contrôle? On n'a pratiquement plus d'inspecteurs sanitaires. On va avoir le Brexit, où il y aura des contrôles aux frontières de la Grande-Bretagne qui vont bouffer avec du personnel insuffisant les douaniers, les inspecteurs que l'on peut avoir. Quel contrôle il va y avoir? Il n'y aura pas de contrôle. Ça va passer par Amsterdam, ça passera je ne sais pas par où, parce que là où ils sont pour libre-échange à bloc, je pense qu'il n'y aura pas de contrôle. Donc derrière tout ça, je le dis moi, il y a un immense mensonge. Et le globalement positif, moi j'ai connu ça avec Georges Marchais à une époque, il parlait du globalement positif pour les pays dits socialistes, on a vu le résultat que ça donnait, donc votre globalement positif, je n'y crois pas. Juste, merci Dédé qui avec sa verve habituelle a suscité quelques applaudissements. En applaudissant Macron, c'était le discours de Macron qui a été applaudi. Deux mots peut-être. D'abord sur la forme, je ne veux pas qu'on y passe trop de temps. Mais moi, je considère personnellement que les termes de hors-la-loi et de contrebandier que vous utilisez les uns et les autres... C'est moins méchant. Non, mais juste, sur ce point particulier, moi, je suis à fond pour le débat. On est là, ici, d'ailleurs, et je tiens à les remercier à l'invitation des organisateurs du Sommet de l'élevage. C'est mon premier Sommet de l'élevage, et j'espère bien que ce ne sera pas le dernier, parce que je suis très heureux d'être ici aujourd'hui. Et je suis très heureux de pouvoir débattre avec des gens avec qui j'ai l'habitude de débattre en hémicycle, François et Dédé, et un peu Jean-Luc. Et Jean-Yves, pardon, et avec nos amis éleveurs avec lesquels on a l'occasion de se rencontrer régulièrement. Mais j'insiste, il faut qu'on garde de la mesure, parce que personne ici n'a le monopole de l'intérêt général. Vous l'avez dit, on est là pour représenter nos circonscriptions, on est aussi avant tout là pour représenter l'intérêt général, et chacun d'entre nous, je peux vous le dire, quand on vote une loi, on le vote en conscience. Il nous arrive de faire des erreurs, ni Dédé, ni François, ni je pense, Jean-Yves, ont voté Egalim. Alors c'est bien beau de nous reprocher aujourd'hui des amendements qu'on a introduits sur lesquels vous êtes d'un seul coup favorable, et vous ne l'avez pas voté cette loi. Ça, c'est pas un argument, ça. Non, mais c'est l'argument que tu nous opposes. Non, laissez-moi... Non, mais vous nous dites... Alors justement, Egalim, il y a sans doute des erreurs dans Egalim. Mais je peux vous dire que Jean-Baptiste Moreau et la Commission économique a passé des jours et des nuits à essayer de mettre en place un processus qui améliore la situation de négociation de toutes les filières. On est convaincu que ce n'est pas parfait. On est convaincu qu'il y a des filières aujourd'hui dans lesquelles, grâce à Egalim, ça se passe mieux pour les producteurs. Et ce que je comprends, c'est qu'aujourd'hui, pour les éleveurs, et notamment les éleveurs bovins, on est loin de la coupe aux lèvres. On va l'évaluer. Et s'il faut la faire évoluer, on le fera. On n'est pas des omniscients. On est en train d'essayer d'améliorer un système qui va dans le mur depuis des années. Et on a effectivement des gens qui connaissent le secteur, qui nous conseillent, Jean-Baptiste et plein d'autres, de l'opposition et de la majorité, et on a essayé de faire au mieux. Excusez-moi, je voudrais parler du CETA après, mais... Oui, mais enfin, que tout le monde puisse s'exprimer aussi. Allez-y. Je voulais juste rebondir sur ce que vous dites. Vous faites des lois, vous êtes quand même en totale contradiction, en opposition. Assumez ce que vous dites. Quand vous dites que vous défendez l'agriculture française, moi je regrette. Monsieur Moreau vient nous dire qu'il était éleveur. Comment un éleveur
vous savez ce que c'est le travail d'un éleveur, vous pouvez voter 2 lois totalement contradictoires et de dire que vous mettez à la place des éleveurs. Non, moi je regrette, je ne suis pas comme vous. Moi je défends ma ferme familiale, l'avenir de mes enfants. À un moment donné, je trouve ça scandaleux et révoltant que vous veniez nous balancer ça à la figure. Assumez vos actes, votez les EGA, le principe était très bien, le problème c'est qu'on a du mal à faire appliquer. Voilà. Après, et après, voter le CETA, mais attendez, mais vous pensez qu'on va l'accepter, sincèrement? Attendez, on va pas... Monsieur Bonny. Oui, je fais partie donc des députés qui sont battus contre le CETA, mais pour les EGA, positivement. On a voté certains articles, on s'est abstenu. Moi, simplement, ce que je voulais dire à Jean-Baptiste, tu as dit que avant de négocier et de voter le CETA, tu as étudié. Moi aussi, j'ai étudié, mais j'ai étudié aussi à la fois en tant qu'éleveur, en tant que député, éleveur de montagne, éleveur sur une exploitation familiale, qui correspondait pile poil à ce que vous demandiez aux EGA. Je dis vous parce que tu l'as revendiqué aussi. Et au lendemain de ces EGA, vous l'avez tous dit, excusez-moi, j'ai cassé ma voix. Au lendemain de ces EGA, il y a eu le CETA. Mais le CETA, c'est l'incohérence. Quand on dit commerce, quand on dit marché, le principe de base, c'est l'offre et la demande. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a un besoin de viande, d'importer de la viande en France? Aujourd'hui, est-ce qu'il y en a besoin? C'est ça la grande question. Vous avez bradé les éleveurs, vous avez mis des exploitations en péril sur ce CETA. Si, c'est vrai. Et demain, on va le vivre au quotidien demain. Pas aujourd'hui, demain. Donc l'incohérence est bien là. Vous avez bradé l'élevage familial, vous l'avez bradé. Vous envoyez un signe aux agriculteurs qui sont ici. Quel signe vous envoyez? Vous envoyez le signe, en fait, complètement négatif des exploitations canadiennes gigantesques, qui ne respectent... où il n'y a aucune traçabilité des animaux. Alors que nous, du matin au soir, si on n'a pas déclaré nos veaux à moins de 8 jours, on est mis en rouge, on est contrôlé le lendemain. C'est ça la vérité. Si on a de plus en plus de normes, on ne peut plus supporter. On ne peut plus supporter qu'on nous importe des viandes qui ne correspondent pas aux standards français et européens. Voilà. Moi, je reviendrai derrière après. François Ruffin. Je vais bien laisser Jean-Baptiste répondre, puisque la question lui était posée notamment par madame. Approche ton micro. Alors, on va éviter de s'envoyer la légitimité d'éleveurs à la tête les uns des autres, ça sera déjà un progrès. Sur l'article 44, bien sûr que c'est un premier pas. Si on applique demain l'article 44 à la lettre, entre parenthèses, on interdit l'importation de soja OGM. Je suis pas sûr que toutes les filières soient d'accord. Non, mais c'est pas l'argument, mais c'est un argument. On parle concret. On parle concret. Ben non, pas de cuillère. C'est un argument qui est réel. C'est la vérité. C'est pour ça qu'on va faire un plan protéine français. Oui, au niveau de la future PAC, il faut un plan protéine européen. C'est cohérent. Européen. Là, c'est cohérent, par contre. Un plan protéine français pour éviter l'importation de soja, oui. C'est cohérent. Européen dans le cadre de la PAC. Européen dans le cadre de la PAC, le plan protéine, il devra être européen et pas que franco-français, sinon ça ne sera pas suffisant. Donc voilà. Donc là-dessus, après, on sait très bien qu'on est soumis aux règles de l'OMC. Je rappelle que les règles de l'OMC, l'agriculture est rentrée dans les accords du GATT en 86, a été validée dans ce qui a été les règles de l'OMC en 95. Aujourd'hui, on est soumis aux règles de l'OMC de toute façon, de façon générale. Qu'il y ait des accords ou pas d'accords, ça n'empêchera pas les importations de viande, que les choses soient claires. Les accords sont juste là pour mettre des clauses et diminuer les droits de douane. Ça, faut être transparent. On a un accès privilégié au marché, tu oublies quand même de le dire, c'est ça quand même. Diminuer le droit de douane, c'est ce que je dis. Donc, quand même, c'est de donner un accès privilégié au marché. Il faut dire les choses comme c'est. Mais c'est du non, parce qu'on va dans l'autre sens aussi. Aujourd'hui, dans les filières laitières, les filières viticoles, la filière laitière, on a exporté de la poudre de lait au Canada qui a dégorgé un marché qui était engorgé depuis 2 ans. Les agriculteurs ont été plus payés sur mais non. Alors, les laitiers, mais bien sûr. Moi, j'en ai rencontré des laitiers. Non mais. Grâce au CETA ou grâce aux Egalim? Alors donc du coup les Egalim fonctionnent même pas dans le lait? Mais si, mais grâce au CETA. Mais c'est pas parce qu'il y a des gagnants qu'il faut sacrifier les perdants. Donc je vais pas vous dire on est prêt à sacrifier les bovins. Mais il y a aujourd'hui, il faut arrêter de dire des contre-vérités, il y a aujourd'hui des gagnants dans le CETA. On a multiplié par 2 les exportations de fromage au lait cru français au Canada depuis 2 ans. Et ça c'est grâce au CETA. Cela dit, je voudrais quand même dire un truc important.
comme vient de le dire Jean-Baptiste, les exportations et les importations avec le Canada, avec le Brésil, avec la Chine, elles existent déjà aujourd'hui. Donc la vraie question, est-ce qu'on l'a fait avec le CETA? Je l'espère, et je reconnais que j'en suis pas sûr. C'est est-ce que ces traités, ils permettent d'améliorer la situation de production des deux côtés du traité contre des baisses de tarifs et des accès au marché. Aujourd'hui, on est en train de mettre la pression sur des fermes canadiennes comme il n'y en a jamais eu. Parce que depuis des années, ils exportent une chose, c'est de la merde aux États-Unis. Et effectivement, s'ils veulent exporter du bœuf de qualité en Europe, ils doivent se conformer à nos qualités de production, que vous le vouliez ou non. Il y a aujourd'hui 50... Non mais laissez-moi terminer. Moi je suis prêt à débattre, mais laissez-moi terminer. Il y a 50 fermes canadiennes aujourd'hui qui sont capables d'exporter. En passant, elles exportent essentiellement en Angleterre. Et donc post-Brexit, ces quotas-là partiront. Dans ces fermes-là, il n'y a pas de farine. On va parler des farines. C'est faux, monsieur Lescure, arrêtez avec ça. Mais je voudrais la seule surtout... norme contrôlée, c'est les hormones. Et vous le savez très bien. Là, je suis heureux d'entendre qu'il y a 50 fermes. Il y a 15 jours, 3 semaines, on était à 36. Donc c'est en train d'évoluer. C'est en train d'évoluer. Et on sait que ça évolue. On sait que ça évolue. On a juste, pour donner la tendance, on a déjà fait, en 6 mois en 2019, la quantité totale exportée par le Canada sur l'Europe en 2018. C'est-à-dire que la tendance, elle est là. On a donné un accès au marché. C'est des petits volumes tout de suite, vous le savez très bien. Oui. Et vous savez très bien pourquoi. Excusez-moi, mais on a dit qu'on surveillerait ça de très près. Oui, on a vous allez surveiller qu'il ne dépasse pas les 67 000 tonnes. Parce que le CETA, il est négocié depuis 10 ans. Il a été négocié par les Républicains et les Socialistes, signé par les Socialistes. On en a... Juste laissez-moi terminer. On en a hérité. Qu'est-ce qu'on a négocié dans le CETA? Qu'est-ce qu'on a négocié qui n'était pas dans le CETA? Des clauses de sauvegarde. Parce qu'effectivement, s'il y a des filières qui sont fragilisées de manière importante par le CETA, c'était pas dans le traité, on aura une clause de sauvegarde qui permettra d'arrêter. Donc comment fonctionnent ces clauses de... Je vais te dire comment elle fonctionne la clause de sauvegarde. Mais on reviendra sur les normes quand même, parce que, déjà, je vais répondre aux normes. Il y a une norme que vous pouvez contrôler, c'est la production de viande hormonée. Ça, c'est clair. Il n'y a pas de sujet là-dessus. On est protégé dans l'accord, comme on était protégé avant, sur l'importation de viande hormonée. Ça, c'est vrai. Et d'ailleurs, on n'a jamais amené le débat là-dessus. Par contre, vos 50 fermes... Non, pas nous. Jamais. Vous avez essayé de nous amener là-dessus parce que ça vous aurait bien servi, mais on ne l'a jamais fait. On est à peu près sérieux dans tous les arguments qu'on a avancés. Il y a une norme sur laquelle nous, on a beaucoup avancé, c'est sur les PAT, les anciennes fermes animales qu'aujourd'hui on appelle les PAT. Dans les 50 fermes, vous ne pourrez pas interdire aujourd'hui l'utilisation des PAT pour venir sur le marché européen. Et vous le savez très bien, monsieur Lescure, surtout vous, qui êtes un expert des sujets du commerce. L'OMC n'acceptera jamais qu'on utilise une norme supplémentaire sous risque de prendre, ce qui nous est arrivé, une sanction sur les hormones où on a ouvert un contingent à droit nul. Ça, vous le savez très bien, vous ne pouvez pas dire l'inverse. Ça c'est écrit, c'est une vérité. Donc, concernant ces différences de normes, et les différences de normes qu'on amène avec le Canada, on ne critique pas le modèle canadien. Moi, je ne critique pas les éleveurs canadiens. Ils ont fait le choix de leur modèle. C'est pas le sujet. On sait, par contre, une chose, on ne pourra pas les empêcher d'utiliser les farines animales. On ne pourra pas, à ce jour, les empêcher d'utiliser les antibiotiques comme activateurs de croissance. Et donc, on importera des viandes qui, justement, ne respectent pas nos normes de production. J'ai une question à poser par rapport à ça, c'est comment on protège le consommateur? Parce que le consommateur, on lui a parlé dans les EGA que l'agriculture française allait passer un nouveau contrat avec les citoyens, et dans le même temps, on fait rentrer donc des produits qui ne respectent pas visiblement ces normes. Comment le consommateur est informé? Comment il pourra faire son choix en toute connaissance de cause juste un élément factuel. En viande, en France, on consomme aujourd'hui 75% de viande française. Il y a 24 et quelques pourcents d'importation de viande européenne et à peine 1% de viande extra-européenne. Voilà, ça c'est le cadre. Ça c'est le cadre global. Et c'est pas les volumes du CETA qui vont venir inverser ce cadre. S'il y a des distorsions dans les cahiers des charges et s'il y a des distorsions de concurrence, elles sont sans doute davantage intra-européennes. Et ce que je voudrais pas, c'est que ce débat sur le CETA, qu'il ait lieu là, c'est normal, on l'a voté il y a pas longtemps, mais qu'il éclipse toutes les autres problématiques de la filière viande bovine qui sont beaucoup plus graves et beaucoup plus impactantes. L'information consommateur est importante. Ça, on les réglera dans la filière. Je ne demande pas au député. Je demande pas. Tu as été président d'une COP, tu n'as pas pu le régler mieux que nous. Donc, j'y ai été 5 ans. Mais là, on parle aux députés.
Là, on parle aux députés. Concentre-toi sur ta mission de député et sur la cohérence des lois que tu votes. Est-ce que le comité de service peut s'exprimer là? Ruffin d'abord. J'ai une seule phrase à dire, une seule. Après, je passe la parole à François. Mais non, mais il y a quelque chose qui est important. Il faut bien comprendre que c'est pas des bisounours, les Canadiens, pas plus que nous. Or, il ne faut pas parler de globalement d'importation ou d'exportation de carcasses, parce qu'on sait très bien, que les Canadiens, ils vont continuer à vendre la partie à vendre du côté des États-Unis, du côté des Amériques, parce que là, il y a un marché qui est un marché important, et ils vont, à partir de là, ils vont valoriser leur partie arrière, qui, à un prix plus bas, viendra concurrencer nos productions à nous. La concurrence ne se fera pas uniquement sur le prix global du produit sur la carcasse, ça se fera par une partie du produit qui viendra concurrencer les parties nobles, la partie arrière, qui viendra concurrencer ce que produisent nos éleveurs. François Ruffin. Ouais. Moi, je voudrais dire pourquoi je suis là. Je suis là parce que pendant qu'on était en train de discuter des états généraux de l'alimentation en commission des affaires économiques, il y a un gars qui est passé à la tribune, pour qui j'avais a priori une sympathie modérée, Fédération nationale bovine, Interbef, tout ça, je ne connaissais pas trop, et qui s'est mis à dire il nous faut un nouveau contrat social entre les Français et les agriculteurs. Il faut savoir quel cap vous voulez donner à l'agriculture française. Si vous voulez que ça soit une agriculture familiale, on le fera. Si vous voulez que ça soit l'agriculture néo-zélandaise, on le fera. Ce gars-là, c'était Bruno Dufayet. Et j'ai trouvé que c'était les propos les plus intéressants qui avaient été tenus lors des États généraux, parce que ça nous remettait en face de ce que doit être notre mission, c'est-à-dire faire des petits pas, mais qui indiquent quel est l'horizon général. Et l'horizon général posé par les États généraux de l'alimentation, c'était un socle de prix, je reviendrai après là-dessus, mais derrière en disant vers quoi l'agriculture doit aller, bien-être animal et moins de phyto. Je pense de manière pas assez ambitieuse, pour tout, je vais y revenir. Mais il y avait un début de cap qui n'était pas franchement énoncé et ça ne me plaisait pas assez, franchement. Maintenant, c'est sûr qu'il y a une grande incohérence avec le pas d'après, quand dans les états généraux de l'alimentation, on vous dit relocalisation, circuit court, et que l'étape d'après, c'est un accord supplémentaire, parce que je pense que le CETA est un peu l'espèce de cerise sur le gâteau de la mondialisation de l'agriculture. L'étape d'après, c'est de vous dire accord avec le Canada. Quand on vous dit que ce qu'il faut, c'est une montée en gamme de l'agriculture française, et que vous voyez très bien qu'elle va être minée par l'accord suivant avec l'autorisation des farines animales qu'on renomme, parce que vous savez, c'est comme les partis politiques qui se sont pris des affaires, et ben il faut qu'ils changent de nom, ou les grandes multinationales, farines animales, ça fait plus bien, donc on appelle ça un peu autrement, et un certain nombre de trucs, l'atrazine qui est interdit en France, la céphate, et ainsi de suite. Donc il est évident qu'il y a un minage. Bon, moi, je veux dire quel est mon cap, moi, pour l'agriculture française, et même si ça ne plaira pas à tout le monde ici. Moi, je suis d'abord l'étape numéro 1, qui était l'étape numéro 1 des États généraux de l'alimentation, c'est la garantie du prix. Il faut que les producteurs soient payés. Il faut que les producteurs soient bien payés. Si les producteurs ne sont pas bien payés, on ne pourra pas faire évoluer le modèle de l'agriculture française, parce que ça créera des tensions permanentes. Les agriculteurs se sentiront le dos au mur, ils seront juste à pas pouvoir respirer, ils ne pourront pas regarder l'avenir et tendre vers l'horizon. Et c'est pour ça que je n'ai pas voté les États généraux de l'alimentation, parce qu'on nous propose des tas de trucs dont on a mesure depuis l'inefficacité, avec des accords cadres, des machins, des bidules. Moi, je suis pour une économie régulée. Ça ne veut pas dire que je suis contre le marché, mais je pense que le marché doit être encadré. Si on fonctionne avec la loi de l'offre et de la demande entre les distributeurs, les industriels et les agriculteurs, on sait à la fin, et on sait depuis des décennies, qui gagne et qui perd. Donc, je suis pour une économie régulée avec des outils qui vont exister, quotas d'importation, quotas de production, coefficients multiplicateurs, et surtout des prix garantis, des prix planchers. Pour moi, je suis en faveur de tout ça. Donc voilà, à partir de quoi on peut ensuite évoluer sur le bien-être animal et évoluer sur les phytosanitaires. Et enfin, le CETA, je dis pour moi, c'est la cerise sur le gâteau de la mondialisation. C'est-à-dire que je mets en cause, moi, en effet, et je pense qu'au fond, il y a la même démarche qui n'est pas annoncée comme telle, mais de la part de la FNB. Je mets en cause
la mondialisation de l'agriculture. Je mets en cause les accords de Marrakech. Je mets en cause la place de... Je pense que de la même manière qu'on a construit une exception culturelle française, on doit construire une exception agriculturelle française. Et c'est pour ça que, à la fois le CETA, je pense que c'est un risque réel pour les agriculteurs, et en même temps, je pense que c'est un symbole aussi. C'est un symbole d'une évolution de la société, des agriculteurs, mais si le combat a pu être mené comme ça, c'est parce qu'il y a eu une alliance étrange, et dont je fais partie, entre les agriculteurs et les écologistes, et moi je souhaite que ça soit une alliance qui imagine ce qu'elle peut faire ensemble de manière plus lointaine, mais le CETA est à la fois l'occasion, et là qui n'a pas été une occasion manquée sur le plan du débat d'idées et d'avancer, de se demander comment on fait sortir l'agriculture de ça. Parce qu'on peut mettre en place tous les contrôles. L'article 44, le placer comme ça, et ça a été dit par Jean-Baptiste, c'est une fumisterie. Il n'a pas dit ça. Ah non, mais j'ai pas dit ça. Il a dit qu'il était inapplicable. Il a dit, il a dit qu'il fallait se donner les moyens de l'appliquer. Et ça, on a besoin de tout le monde pour ça. Mais il a dit ça. Finir, parce que j'aimerais bien répondre. Il a dit si on le prend au pied de la lettre, de toute façon, bon, on peut pas. Mais donc ça veut dire que moi, je suis pour le prendre, en effet, un peu plus au pied de la lettre. Et qu'on n'attende pas seulement que ça se fasse dans un cadre européen. À un moment, il faut qu'il y ait des pays qui avancent et qu'on fasse suivre derrière. L'article 44. Voilà. Ce qu'on a fait avec l'article 44, c'est avancer. Je voudrais répondre sur le modèle, parce que ça, c'est un débat très important. Parce que François, il a un modèle cohérent, et moi, je considère qu'il n'y a pas aujourd'hui le choix entre deux modèles. Un modèle franco-français, délibérément et assumément protectionniste, au sens où non, mais juste, on fixe des prix en France, on fixe des prix, puis c'est très bien, puis les éleveurs bovins sont rémunérés à un juste prix. Puis pour le reste, on laisse le marché, les Italiens, les Allemands, les Polonais, les Irlandais. Tu caricatures. Non mais je caricature, lui aussi. Mais je veux dire qu'il y a un modèle alternatif à la protection franco-française avec des prix garantis et le Far West. Elle va aller où la demande de viande dans les 5 à 10 ans? On parle de l'Union européenne. Non, non, attends, laissez-moi. Elle va venir d'où la demande de viande dans les 5 à 10 ans qui viennent? D'Europe? On dit qu'au mieux elle sera stable, peut-être même en décroissance, ou des pays en émergence où elle va monter de 10% par an. Je suis d'accord que si on veut vendre plus de bovins, et ce sera la filière qui va le faire, Bruno, ce sera la filière, mais on est quand même là pour vous aider à le faire, en vous aidant à vous organiser, et si dans les égalimes on a mal fait le boulot, je le répète, on sera prêt à le refaire. Mais c'est en Chine, c'est dans les pays émergents, c'est en Afrique que la demande est sur l'export. Et si on n'est pas capable d'assumer le fait qu'il faut exporter davantage, vous avez raison, dans ce cas-là, il ne faut pas importer davantage. Mais les murs, ils sont dans les deux sens. Si on dit on n'importe pas en France, on ne va pas avoir des gens qui sont des bénis oui-oui nous dire, des bisounours, comme tu le dis, alors on n'a pas le droit d'exporter chez vous, mais vous inquiétez pas, venez chez nous avec vos produits, ils sont les bienvenus. Oui, le commerce international, c'est du donnant-donnant. Et oui, nous, on doit être capable de dire, c'est à nos conditions. Bruno Dufayet. Le problème de fond. Vas-y, allez-y. Deux mots. Bon, d'abord, il y a une chose sur laquelle je ne suis pas d'accord avec toi, François. Tu dis c'est la cerise sur le gâteau. Non, c'est le fenestrou de nos fermes, le CETA, et ça prépare les accords de libre-échange suivants, où c'est les portes des granges qui vont s'ouvrir, parce que le CETA, en même temps, je partage ce que tu dis bien sûr, le CETA en même temps, c'est une expérimentation. Et on veut nous montrer que le CETA est quelque chose de vertueux, et à partir de ça, on va faire sauter toutes les digues. Il y a actuellement 12 accords de libre-échange qui sont en discussion au niveau de l'Union européenne. C'est-à-dire que si on laisse passer le CETA, ça veut dire qu'on ouvre la porte aux autres accords du libre-échange. Vous en avez plein la bouche du Mercosur, quand ça sera le moment, vous le voterez. Bruno. Deuxième élément, un deuxième élément rapide. Il faut qu'on sorte de cette idée du déplacement de marchandises et tout ça. Dans la mesure, oui, je le dis, parce qu'on ne peut pas tenir deux discours. On peut effectivement avoir des accords de coopération, on peut exporter dans la mesure où il y a un besoin dans un pays où ils ne peuvent pas produire. Mais par exemple, tu parlais du lait vis-à-vis du Canada tout à l'heure. Les Québécois avaient un prix garanti de leur lait. On est en train de déséquilibrer l'économie laitière au Canada. Et moi, je considère que les intérêts de nos paysans sont aussi les intérêts des paysans avec qui on va passer des traités. Bruno Dufayet. De Rochefort-Montagne. Je ne vais pas réagir à ce que vient de dire André, il y a des choses que je partage. Je vais reprendre les propos de Roland Lescure. Là, vous venez d'avoir, là je m'adresse à mes collègues, vous venez d'avoir l'illustration
du groupe majoritaire aujourd'hui à l'Assemblée pour faire valider des accords de libre-échange. Cette opposition en disant vous ne pouvez pas ne pas prendre la viande du Canada et vouloir envoyer de la viande en Chine. Mais ça n'a strictement rien à voir. Non, ça c'est un espèce d'habillage. Mais non, c'est un espèce d'habillage. C'est un espèce... L'importation, elle existe déjà. Les importations de viande, elles existent déjà. Là, on est en train de comparer deux choses. Un accès sur un marché, André Chassaigne vient de le dire, la Chine, pas de production de bœuf, un besoin de consommation, une vraie logique normalement qui devrait fonctionner. Elle ne fonctionne pas à ce jour quand même. Sur 450 000 tonnes, on a exporté 10 tonnes. Oui, oui, tout à fait, c'est ce que je suis en train de te dire. Et tu vas voir, je vais même me servir de tes propos. Et derrière, vous venez de mettre ça en opposition avec un marché qui est déjà saturé, vous l'avez dit, le marché européen, où on va par contre donner de la compétitivité à des pays qui n'étaient même peut-être pas spécialement des vendeurs au début. Les 67 000 tonnes, c'est que dalle. Non, mais je voudrais répondre à ce que disait André. Non, ce que vous dites zéro. Mais donc c'est ça, vous êtes le petit jeu politique de dire, mais fermez-la sur, en gros, parce que c'est à peu près ça. Je vais utiliser les mots qu'on utilise entre nous. Taisez-vous sur le CETA et faites le boulot pour aller sur la Chine. Mais c'est juste un habillage politique pour faire avaler les choses. On n'est pas dupe de la stratégie politique que vous êtes en train de mener là-dessus. Et c'est faux. C'est pas du tout comme ça que ça se bâtit. Et notre logique d'exportation, elle n'est pas comme ça, justement. Elle n'est pas comme on le fait avec le lait, avec les producteurs de lait canadiens. Aujourd'hui, les producteurs de lait canadiens sont en crise parce que, justement, on est en train de voter le CETA. Et l'État du Canada vient de mettre 1,2 milliard pour venir soutenir ses producteurs parce qu'on a déstabilisé leur marché. C'est pas ça notre objectif. Nous, quand on exporte, on va dans un pays où il n'y a pas de production. On va pas déstabiliser les éleveurs. Et vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas nous la jouer. Vous pouvez pas nous la jouer. On peut pas dire qu'on veut pas importer si on veut exporter. Non, on en importe déjà de toute façon. Si c'était notre logique, on n'importerait pas. On en importe déjà. Et notre objectif sur l'export, il est clair. C'est une approche différente que j'ai avec François Ruffin sur la notion d'exportation. Par contre, je rejoins juste parce que je vais le dire, il m'a cité. Et moi, j'ai aussi très apprécié la rencontre que j'avais fait avec François Ruffin parce qu'effectivement, on n'était pas trop amené, France Insoumise, FNB, FNSE, on n'était pas trop amené à se croiser. Et j'ai aussi apprécié son discours et la cohérence de son discours. Et je veux ramener le débat là-dessus. Le débat est sur la cohérence politique. Moi, j'accepte. J'accepte que quelqu'un ne soit pas d'accord avec moi, considère qu'il faille aller sur le CETA. Je n'accepte pas le discours qui dit « Eh les gars, on va vous aider avec les états généraux, faites votre petite ferme comme on le souhaite, elle est super belle, elle est magnifique, et derrière on va te mettre une loi qui n'est pas du tout en cohérence avec ce discours-là. » On peut pas, nous agriculteurs on ne peut pas. Valérie sur sa ferme, elle a besoin aussi d'un cap, moi j'ai besoin d'un cap, et je m'adapterai à ce cap-là. Mais il faut assumer le cap. À un moment il faut assumer le cap, et on peut pas dire blanc et noir et pas donner de cap. Et aujourd'hui, c'est le cas. Selon vous, il faudrait qu'on vous dise merci pour ce moment. Non, attendez. Je vous ai laissé parler, maintenant vous me laissez m'exprimer. Voilà. Donc nous, Bruno vous a expliqué, on ne se met pas sur les mêmes marchés. Quand on exporte, on va sur un marché où il n'y a pas d'approvisionnement local. Donc déjà. Et ensuite, autre chose, moi j'aimerais bien vous regarder dans les yeux. Vous savez qu'avec le CETA, vous allez être responsable de la disparition de 30 000 éleveurs, vous en êtes conscient, et 50 000 dans la filière. Est-ce que vous pouvez regarder une agricultrice et vous serez responsable de certainement beaucoup de suicides? Moi, je pense qu'en tant qu'homme, j'aimerais pas à votre place vous rassumer. Et M. Moreau, c'est pareil. C'est pire. Alors, juste... Donc, vous avez quand même votre conscience d'homme et de député. J'ai ma conscience d'homme et de député. Assumez vos actes. À un moment donné, vous êtes totalement contradictoire. Juste, à aucun moment, excusez-moi, mais les attaques personnelles... Non, c'est pas une attaque personnelle. On va dire les remarques personnelles. Non, mais quand Bruno dit fermez-la, j'ai jamais demandé à personne de la fermer. C'est moi qui ai organisé tous les débats pendant Egalim. J'ai pas dit vous, j'ai dit votre groupe et dans les grandes pensées. Même hier, on a reçu le ministre, il m'a repris ces propos-là en disant mais arrêtez avec le CETA, envoyez 200 000 tonnes en Chine, faites ceci, faites cela, arrêtez Yaka Faucon. Moi je vous l'écris aussi ce soir. Moi j'étais pas allé hier. Ce que je peux vous dire, c'est que depuis que je suis président de la commission des affaires économiques, on ne peut pas au moins me reprocher le fait de ne pas avoir organisé des débats. On a fait des heures et des heures d'audition et de débats autour pour préparer les égalités. Et sur le... Alors, même François Ruffin, qui est rarement d'accord avec moi, a quand même reconnu que sur le CETA, j'ai laissé le débat se faire au sein de la commission des affaires économiques. On ne peut pas être d'accord sur tout, et on ne sera sans doute pas d'accord sur tout, mais si j'étais convaincu, comme vous le dites, qu'il y a 30 000 exploitations bovines qui vont mourir du fait du CETA, je ne l'aurais pas voté. Non, on va suivre. Non, je suis désolé. C'est ce qui va se passer. On s'est engagé à suivre. Il n'y avait rien de prévu dans le CETA, rien de prévu par les deux gouvernements précédents. On s'est engagé à faire un suivi au cordeau. On le suit mois après mois. Et s'il y a un risque de déstabilisation d'une filière, quelle qu'elle soit,
On a dit qu'on réagirait. Le problème, c'est que le jour où vous aurez les résultats, ça sera trop tard. Personnellement, non, mais justement, attendez. Juste le débat. Lucas, s'il vous plaît. Non, mais ce que je veux juste dire, c'est que personne dans la majorité, personne, ne se lève le matin en disant comment je vais faire en sorte qu'il y ait 30 000 exploitations qui ferment et des suicides. On est tous conscients de ça. On n'est peut-être pas d'accord sur les solutions, mais s'il vous plaît, à la fois parce que je pense que ça ne met pas le débat au bon niveau, mais surtout, parce que ça suscite une hystérisation des débats qui se retrouve dans tous les domaines de la société. Moi, quand un boucher se fait attaquer par un vegan, je suis le premier. Non. Aucun rapport, vous avez raison. Ben si. Rapport, merde. Bien sûr que si. C'est sur la manière dont le débat se fait. Moi, je suis venu ici pour débattre avec vous, pas pour me faire engueuler. Ça fait partie du job. Je suis conscient. On s'engueule ou on s'engueule. Justement, on a beaucoup parlé des normes. On commence à rentrer sur le volet économique. Sur quelle base économique vous vous basez pour dire que le CETA n'aura aucun impact sur les fermes et les éleveurs évoquent 30 000. Sur quelle base économique, vous qui êtes président de la commission, vous vous basez pour dire que finalement ça sera indolore pour l'élevage français? Juste pour revenir sur les 30 000, parce que sinon je vais avoir la réponse facile, c'est pas que le CETA, et c'est vrai. 30 000, c'est le cumul des accords de libre-échange avec les Amériques. Donc CETA, Mercosur, Mexique, déjà signé, demain Océanie. C'est cette importation-là de viande, c'est ce volume-là qui génère justement, par la baisse des prix, et alors ça, c'est pas un calcul FNB aussi, je tiens à le dire, c'est un calcul fait par l'Institut de l'élevage, qui avait été demandé notamment par les commissions d'enquête, qui a été diligencées par les pouvoirs publics et par le gouvernement, pour s'assurer. Et d'ailleurs, on peut même y revenir dessus. Il y a eu une étude de l'impact du CETA. Il y a une étude de l'impact du CETA qui montre que c'est catastrophique. Qui montre que c'est catastrophique, monsieur Lescure, je sais à peu près lire comme vous, elle montre que justement, sur des productions comme les nôtres, c'est catastrophique. Par contre, j'ai pas vu ni M. Lescure, ni Jean-Baptiste reprendre cette étude-là au pupitre de l'Assemblée pour légitimer, rendre le débat beaucoup plus objectif et puis permettre à vos collègues de la majorité, à vos collègues de l'opposition de prendre les bonnes décisions. Pourtant, un travail, il avait été demandé par les pouvoirs publics. Et l'étude, elle est là. Vous avez, c'est en commission des affaires économiques que vous avez dû recevoir une des personnes qui justement. Oui, et vous avez même reçu comment je me rappelle plus de son nom, de France, de AgroParisTech, qui faisait partie de la commission et qui vous a bien exposé justement les risques du CETA, de façon très objective. Et elle a bien exposé les résultats de la mission qu'on lui avait confiée. Bilan, aucune reprise, aucune sensibilisation. On a écouté tout ça. D'abord, je voudrais dire que c'est peut-être la première, j'espère pas la dernière fois, je suis totalement d'accord avec Bruno Dufayet quand il dit que l'ensemble des accords de libre-échange, si on les signe et on les vote tels qu'ils sont emmanchés aujourd'hui, on va dans le mur. Et c'est pas pour rien. Il a été le premier, Jean-Baptiste. Et on n'est pas loin derrière, et le président aussi a dit que le Mercosur, dans ces conditions, dans les conditions actuelles, on n'irait pas. Et donc, il ne faut pas dire... C'est l'Europe qui va y aller. Non, mais je vois derrière quelqu'un... François Ruffin. Non, parce que... Non, mais attendez, juste. Un accord, s'il n'est pas ratifié, il faut qu'il soit ratifié à l'unanimité. Le Mercosur, dans les conditions actuelles, il ne le sera pas. Donc, dire que le CETA est le cheval de Troie du Mercosur, c'est faux. Moi, ma conviction, et vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, mais ma conviction, c'est que le CETA est sans doute le dernier, non pas le premier, accord signé avec un partenaire, je suis désolé, qui est ni hors la loi, ni contrebandier, qui est un partenaire tout à fait respectable, et je ne veux pas apparaître comme le défenseur du Canada. Le Canada. Si, un peu, pas toi, mais il a été critiqué. Non. Et deuxième point très important, l'argument sur les fronts, l'avant et l'arrière des carcasses ne fonctionne pas, parce que si tu as parlé à des éleveurs canadiens, et je suis sûr que tu l'as fait, tu sais bien que pour exporter de la viande conforme aux normes européennes, notamment du fait des hormones, ils doivent créer une filière totalement indépendante de celle qu'ils utilisent aujourd'hui pour exporter aux États-Unis. Et c'est pour ça qu'il y a très peu de fermes aujourd'hui qui s'adaptent au CETA. Et ces fermes-là, peut-être que ça vous intéresse pas, mais c'est des montées en gamme pour la production canadienne. Aujourd'hui, ils vont s'adapter en produisant du bœuf de meilleure qualité. Et si le modèle français, aujourd'hui, il peut donner l'exemple au modèle agricole mondial, moi je serais fier
de faire en sorte qu'effectivement, partout dans le monde, on s'inspire des pratiques françaises. Moi, alors, je vais réagir parce que... Je n'ai pas répondu à tout, mais je... Non. Je m'inscris après. Mais non, juste André, une chose sur la dernière partie. Si notre modèle peut donner... non, mettons de l'humilité. Ouh là là, on n'est pas là pour donner des leçons à la planète entière. Hein. Concentrons-nous sur notre modèle avant d'aller vouloir l'imposer aux autres. On n'est même pas déjà capable, au travers des lois, de définir et d'orienter notre modèle, et on veut déjà aller l'imposer chez les autres. Commençons chez nous, soyons humbles. D'ailleurs, il faut mettre beaucoup d'humilité, je pense, aujourd'hui, dans tous ces sujets, y compris à l'Assemblée. Je pense qu'on a aussi besoin de mettre de l'humilité. Je le disais tout à l'heure, hein, la mission d'un député, c'est quand même de voter des lois, et puis redescendons sur terre, chacun son boulot et chacun à son niveau. Hein. C'est quand même ça. Donc mettons de l'humilité. Moi, j'ai aucune prétention de vouloir aller imposer ce que je fais aux autres. Ensuite, on n'a jamais critiqué le Canada. Le modèle canadien, il a été choisi par le Canada, il est assumé politiquement par le Canada. Ben voilà, je suis pas canadien, j'ai même pas d'avis à donner là-dessus. Et d'ailleurs, on a échangé avec, et je vais encore en voir d'ailleurs, je vais voir la semaine prochaine des producteurs canadiens. Il n'y a pas de différence entre nous. Moi, je ne veux pas imposer mon système aux Canadiens, je ne veux pas imposer les normes européennes au Canada. Je veux juste qu'en France, politiquement, quand on prend des décisions, on mette de la cohérence. Et donc, si on fixe des normes, si on fixe un modèle au travers des États généraux, eh ben, on l'applique sur toutes les lois qui suivent, qui concernent le secteur agricole. C'est juste ça. C'est pas la peine d'aller en faire des caisses. C'est juste ça. François Ruffin. Va me faire partie. Ah oui. Je vais faire très court. Il y a autre chose qui m'inquiète dans cet accord, et personne n'en parle. Certes, aujourd'hui, il y a un peu plus de 60 000 tonnes qui sont négociées, mais demain, cette référence de 60 000 tonnes peut exploser. Elle peut exploser, et ça ne repassera pas devant le Parlement. On ne va pas redemander notre avis. Donc là, c'est quand même une question que je te pose, Jean-Baptiste. Est-ce que tu as appréhendé ce problème? L'autre chose, simplement pour rebondir, parce que j'avais une réponse du ministre qui me disait qu'il fallait que je prenne l'exemple sur Jacques Chirac, qui était venu à Aurillac et qui avait dû exporter. Oui, on a exporté. Mes broutards, ils partent soit en Turquie, soit en Algérie, ou soit en Italie. La filière, elle n'a pas attendu on n'a pas attendu les politiques. Elle n'a pas attendu. Puis les Italiens nous envoient, comme bizarrement, dans les mêmes camions qui viennent chercher les veaux, ils nous envoient du carrelage. Alors, vous voyez, on est dans un... Il faut arrêter de vouloir faire croire aux Français, aux consommateurs, que la filière n'est pas organisée. Même si elle n'est pas bien organisée, elle est organisée. Il n'y a rien à faire. Et moi, je reviens à ce qu'a dit Bruno, soyons un peu humbles, les politiques. Et regardons un peu en bas et revenons un peu les pieds sur terre. Merci. Très bien. François. Juste, à mon avis, je vais être bizarrement un peu plus d'accord avec Roland Lescure qu'avec André Chassaigne. Ça va pas durer. Sur un point. Non, sur un point minime, sans doute. Voilà. Non, mais c'est que je vais presque vous dire, ça va paraître une provocation, mais moi je regarde le CETA comme une victoire. Parce qu'il y a quelques années, le même accord serait passé comme une lettre à la poste. Là, vous avez un président dont l'ADN est libre-échangiste. Vous avez une majorité qui a été élue sur des bases libre-échangistes, avec une idéologie libre-échangiste, et ça donne un énorme débat à l'Assemblée nationale, un énorme débat dans la société, avec un accord entre la gauche et la droite, et dans la société, avec un accord entre les écolos et les agriculteurs sur le fait de refuser ça. Et ça veut dire que, je ne sais pas si c'est le dernier, mais à mon avis, c'est le dernier qui passera à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire qu'ils n'osent plus y aller par référendum sur ce genre de choses-là, depuis le traité constitutionnel européen du 29 mai 2005. Mais maintenant, ils n'oseront plus passer par l'Assemblée nationale. Et donc ça veut dire que c'est peut-être pas le dernier, mais c'est le dernier qui passe par l'Assemblée nationale. Ça veut dire que pour moi, ça inscrit un mouvement historique. Le mouvement historique, et la phrase de Jacques Chirac, pour moi, s'inscrit dans ce temps-là, c'est le temps de la mondialisation heureuse, à laquelle les agriculteurs ont cru, et c'est les temps des années 90, c'est les accords du GATT et ainsi de suite, qui se poursuit par l'Organisation mondiale du commerce, où ce sont là des accords signés entre 100 parties différentes. Ça bloque au niveau de l'OMC, parce qu'ils n'arrivent plus à signer des accords entre 100 parties différentes. Donc on continue la mondialisation, même s'il y a plein de parties qui ne veulent plus, mais on la continue comment? De manière bilatérale, et en excluant au maximum les peuples. Et je pense qu'on est à la fin de cette histoire-là. Aujourd'hui, il y a la possibilité d'une inversion de la mondialisation. Mais maintenant,
ça suppose, pour que ce mouvement se produise, qu'il y ait des forces dans la société qui sachent ce qu'elles veulent en faire et qui sachent ce qu'elles veulent en faire pour demain. Et que ça ne soit pas seulement le refus du CETA, là, comme pour moi je le dis comme un symbole, mais ça soit vers quel cap on se fixe, quelle boussole on a pour les décennies à venir. Et je fais juste un point. Moi, le CETA n'est pas la cause, parce que depuis les États généraux de l'alimentation et depuis le discours de Rungis, les cours de la viande bovine ont baissé. À la marge, mais ils ont baissé. On était à 3,65, on est à 3,57. 3,54 cette semaine. 3,54 me dit-on cette semaine. La deuxième production qui nous intéresse ici, c'est le lait. Le cours du lait, il a à peine augmenté, mais il n'est pas, en tout cas, au niveau du coût de production. Le lait, il devrait être à 400 pour moi, et la viande bovine à 4,60 en gros. C'est pas le CETA qui est la cause de ça. Donc ça suppose bien que pour parvenir à ces prix-là, il y ait d'autres formes de régulation qui soient mises en place que ça. Et là, les EGA ne fonctionnent pas, les accords cadres et le dialogue avec la grande distribution et les industriels, ça ne fonctionne pas, il faut des règles. Et j'en viens sur un point. Je ne veux pas, moi, de cette mondialisation Shadok où on importe de la viande du Canada en disant réexporter en Chine. En effet, je n'en veux pas. Maintenant, qu'il y ait une part de l'agriculture française qui aille vers l'exportation, je le conçois pleinement. Je ne viens pas dire on va fermer les frontières, ni à l'entrée ni à la sortie. On choisit ce qu'on fait rentrer et les autres ont leur liberté commerciale qui leur permettent de choisir ce qu'ils veulent faire rentrer. Ce qu'il faut dire qu'il y a une histoire de l'agriculture française aussi, pas dans la viande bovine, mais par exemple dans le poulet, on a forcé les marchés africains à s'ouvrir et on a détruit leur marché. C'est une responsabilité de l'agriculture française aussi, il faut le dire, parce qu'il faut une cohérence. Avec l'intervention et les prix régulés. Jean-Baptiste Moreau. Non, je veux terminer sur... moi, je veux dire, donc, du coup, il doit y avoir une régulation sur tout ce qui concerne la vente sur le marché national. Et là, il doit y avoir des coefficients multiplicateurs, il doit y avoir des quotas de production, et il doit y avoir surtout un prix plancher ou un prix garanti. Mais tout ça ne s'applique pas si c'est pour aller faire de la viande en Chine. Pour aller faire de la viande en Chine, c'est le marché mondial, et j'entends que là, s'applique strictement la loi du marché. Donc, oui, donc François, juste pour répondre rapidement à François, c'est pas ce que je voulais dire au début, mais pour répondre particulièrement à François, que je respecte et avec lequel on s'entend plutôt bien par ailleurs, mais où on a des profonds désaccords au niveau politique, on a bien compris que la lutte contre les accords internationaux était en fait un moyen de promouvoir l'anticapitalisme qui ne fait beaucoup moins recette aujourd'hui présenté comme tel que de lutter contre les accords internationaux. Mais voilà, là-dessus, moi ce que je regrette, c'est que ce débat se focalise vraiment là-dessus, parce que franchement, je vais vous regarder les yeux dans les yeux. Moi, l'engagement de la défense du monde agricole et de justement nos exploitations familiales, c'est l'essence de mon engagement politique, c'est l'essence de mon engagement quand j'étais président de COP, c'est l'essence de mon engagement politique. Mais non, je me rate pas. Mais non, je me rate pas. Apparemment, vous avez oublié. Je peux parler. Les importations ne sont pas la responsabilité des crises des dernières années. Les importations ne sont pas les causes des suicides. Personne l'a dit. Mais si, on a dit si. Non, si, à terme, ça ne fera qu'amplifier les choses. Oui, mais tu le sais très bien. Mais non, même pas. Mais aujourd'hui, on ne traite pas le problème de fond. Aujourd'hui, là, on parle des accords internationaux, c'est très bien, mais on ne réglera rien. Le CETA, s'il n'est pas signé demain, la situation des agriculteurs ne s'améliorera pas. Tant qu'on n'arrivera pas. Elle ne s'empirera pas. Oh bah si, elle va continuer à s'empirer. Ça, c'est un jeu facile. Mais si, elle va s'empirer. Mais alors vas-y, mais fais pareil sur le Mercosur, valide le CETA, valide le Mercosur, il n'y a pas de risque, ça n'aura pas de conséquences. Ça n'a rien à voir avec le Mercosur. Mais tu es en train de nous expliquer qu'il n'y aura pas de conséquences, alors allons-y. T'as fini, Jean-Baptiste, là? Je veux dire, je posais la question. Ah non, c'est moi qui ai demandé la parole, là. Fini, Jean-Baptiste. Non, j'ai pas fini, j'ai parlé 5 minutes. T'as pas beaucoup parlé. Non, je pense que j'ai pas monopolisé. Si je parle là, j'ai été mis en cause un certain nombre de fois. Là-dessus, on se masque la vérité de la situation dramatique de l'élevage bovin-viande aujourd'hui en France. Toutes les filières aujourd'hui, non mais le titre 1 de l'article 1 de la loi Egalim, c'était la contractualisation sur la base des coûts de production. Je veux bien qu'on fasse le tour de table. Je veux bien faire le tour de table. Qui a contractualisé sur la base des coûts de production? Pas grand monde, voire personne. Voilà. Toi, tu as voté une loi qui doit permettre de le faire. Oui. C'est ça ton boulot. C'est un outil, oui. Ça s'arrête là. Mais oui, ça, tu l'as fait, c'est ça. Derrière, effectivement, ça le fait. Et ça, c'est notre travail syndical. C'est pas aux députés de faire du syndicalisme et d'essayer d'en faire comme tu essaies de le faire en ce moment. J'essaie de résoudre des problèmes de mes concitoyens. On est en train de se battre en interpro pour y arriver. Et on y arrivera
J'espère qu'on y arrivera, c'est notre mission. On arrivera à faire à se servir de la loi. Ceci dit, tu aurais pu, en laissant certains indicateurs, utiliser certains indicateurs dans les contrats, faire en sorte que ça aille plus vite. Et ça, c'est toi qui l'as déshabillé. Mais on va pas faire un débat du faillier Moreau, c'est pas l'objectif, et j'en ai même pas envie, d'ailleurs, de toute façon. Mais voilà, c'est-à-dire qu'à un moment, il faut arrêter de faire des grandes analyses. Là, on est sur le sujet, quelle est ta cohérence entre l'article 44, ton ambition des EGA, que tu as porté, et que tu as bien porté en disant, il faut rémunérer les producteurs, il faut donner un cap à l'agriculture française. C'était ça l'objectif, tu l'as porté, et jusque-là, tu avais été bon dans ta mission, et puis derrière, tu viens, c'est pour ça que je dis que tu l'as raté, ton ambition, et tu viens nous planter, enfin pas planter parce que tu n'étais pas le seul, mais tu as quand même fait l'apologie du CETA devant l'Assemblée. J'étais là ce jour-là, j'étais dans les tribunes. Alors en plus c'est dur d'être dans les tribunes et de ne pas pouvoir réagir. Mais ton dernier discours qui prône le CETA, mais je lui dis mais c'est pas possible, c'est pas le même Jean-Baptiste Moreau qui a porté les EGA, qui est en train de tenir le discours qu'il tient sur le CETA. Quelle est la cohérence avec tout le discours qu'il a eu, et notamment toute la force que tu as mis pour mettre l'article 44 dans la loi? Et puis derrière, la ratification d'un accord qui va permettre l'importation, et moi je parle de viande, mais il n'y a pas que la viande, qui va permettre l'importation de produits agricoles et alimentaires qui ne respectent pas ce que tu as porté comme discours pendant des mois et des mois au travers des EGA. C'est ça. Et c'est pour ça que je te dis que tu l'as raté ta mission là-dessus. Non. Répondez. Il répond. Ça finit, non. Il va être obligé de rester. Non, mais essayer d'être court pour que je puisse parler. Mais je vais être court pour que tu puisses parler, Dédé. Je veux pas monopoliser la parole. Sur l'article 44, il faut que cet article 44, on le fasse adopter par les autres pays européens, parce que tant qu'on sera tout seul, petit poussé en France pour le faire... Tu fais pas une loi à l'Assemblée pour les autres pays. Ta mission, elle est de voter des lois pour la France. Mais après, il faut qu'on se donne les moyens de le faire appliquer au jour d'aujourd'hui. Voilà. Dans les accords internationaux, dans l'OMC, imposer au niveau de l'OMC les mêmes règles. Vous êtes en train de dire que vous avez fait une loi et qu'elle ne sera pas applicable? Eh bien, si on la... Non, si, elle est applicable. Ça, je veux dire un truc là-dessus. Elle est applicable, une seconde. mais il faut s'en donner les moyens, c'est tout. Elle est applicable dès aujourd'hui, mais il faut s'en donner les moyens avec une vraie agence européenne de contrôle sanitaire. Toutes les lois sont comme ça, je suis désolé. Mais si vous croyez qu'il suffit de voter une loi pour qu'elle s'applique, moi j'ai découvert ça en arrivant à l'Assemblée. Je me suis dit on vote une loi et la tendance suit. Mais c'est pas comme ça que ça se passe en pratique. Et c'est aussi pour ça que je me mets de la contractualisation. Moi j'ai été rapporteur d'une loi qui s'appelle la loi Pacte. Ça fait 1 an que je fais le tour de France pour discuter avec les acteurs pour qu'elle soit appliquée. Et Jean-Baptiste, et je fais pareil sur les indicateurs. Il fait la même chose sur Egalim. Je suis désolé, si c'était comme ça, la France est le pays qui vote le plus de lois au monde. Et oui, désolé, on les applique pas. L'article 44, on les applique pas. Et bien, interdire l'importation de tourteaux de soja, allez-y. C'est la responsabilité de l'État. Mais non. Sinon, on ne fait pas voter l'article. Non, mais oui, c'est ça. D'ailleurs, dans la loi, il y a une interdiction. Vous êtes en train de nous dire que les interdictions ne s'appliquent pas. Mais ça va être la fête en rentrant. Il faut ensuite mettre les moyens. Il faut ensuite mettre les moyens de les appliquer. Juste Roland, moi... Quand tu dis que je fais du syndicalisme, je ne fais pas du syndicalisme. J'ai voté une loi sur les indicateurs de coûts de production et moi j'ai envie que ça s'applique. Et donc si j'interviens dans les débats, si j'interviens et si je fais le tour de France là-dessus, c'est pour que la loi elle s'applique justement. Parce que j'ai pas l'intention de voter des lois au Parlement et d'attendre que ça passe pour voir ce que ça donne. On a 41 propositions qu'on vient de sortir là, suite à la commission sur la grande distrib qui vont venir compléter. On a un système d'indexation pour rendre plus automatique les renégociations quand les coûts des matières premières baissent. Voilà, ça c'est notre boulot. Mais ça, notre boulot, il est aussi permis par le travail de terrain et par le fait d'aller on va laisser parler Dédé Chassagne. Ça va être très court. C'est bien la première fois que je peux pas m'exprimer. Non mais j'ai juste une chose, c'est que le Tour de France, ça a du sens, c'est ce que tu dis. Faire le Tour de France pour aller voir si on peut appliquer la loi. Juste, entre-temps, en plein milieu de ton Tour de France, tu ratifies le CETA. J'ai envie de dire, vas-y, descends de la voiture et rentre chez toi parce que ça ne servira plus à rien. Vous êtes en train justement de voter une loi qui ne respecte pas la première. J'y reviens, j'insiste. J'ai toujours pas de réponse pour comprendre la cohérence politique entre ces deux. Je la vois pas dans tes propos, Jean-Baptiste. J'ai dit, tu peux faire le Tour de France aujourd'hui. T'as ratifié une loi qui va permettre des importations. Mais le mec qui va te recevoir, il va dire, attends, mais c'est quoi ton discours là? Parce que je t'ai vu là et je t'ai vu là. Je dis, mais qu'est-ce que tu viens me demander? Non, c'est à un moment, il faut de la cohérence. Bon, à moi maintenant. Non, je vais être rapide. Je voulais faire passer vraiment une idée qui me semble extrêmement importante. C'est que c'est dans la continuité, d'ailleurs, de l'intervention de mon ami François Ruffin. Il y a une bataille de chiens aujourd'hui autour de la mondialisation. Effectivement, parce qu'il y a la montée dans la société de la prise en compte de normes sociales, de normes sanitaires, de normes environnementales. Mais pour reprendre l'expression que j'avais tout à l'heure, on n'a pas affaire à des bisounours. Donc ils vont essayer, les partisans du libéralisme effréné, d'allumer des contre-feux. Et des contre-feux, j'en vois 3. Le premier contre-feu, c'est qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait des évolutions
au sein de l'Union européenne qui fera en sorte que les prochains traités de libre-échange ne seront pas soumis aux parlements nationaux. C'est quelque chose qui peut nous convaincre. Premier élément. Donc par rapport à ça, il ne faut pas nous amuser en disant on est contre le Mercosur. Si après vous nous dites nous on est contre, mais eux ils sont pour. Hein, non, non, attendez. Le Mercosur, il passe au Parlement. Attendez, je me méfie, il n'y a rien d'acté là-dessus et il y a des discussions au niveau de l'Union européenne. Deuxième point. Les nouveaux contrats de libre-échange, c'est ce qu'on appelle les contrats de deuxième génération. Ils sont faits, en fait, contrairement à ce qu'on vous dit, pour faire sauter les verrous, qui seraient les verrous des normes sanitaires, sociales, environnementales. La preuve en est, c'est qu'on rajoute à tous ces contrats une dimension juridique. C'est-à-dire que désormais, quand il y aura l'opposition de producteurs ou d'États par rapport à l'application de ce qui est prévu dans un traité, ça ira devant la justice internationale, devant des tribunaux qui pourront trancher et toujours au profit, quasiment toujours au profit des grands groupes. Je cite, et j'arrête là-dessus, exactement ce qu'il y a décrit dans l'article 5.2 du traité du CETA. Voilà ce qui est écrit. Cet article précise que le présent chapitre a pour objectif, petit a, d'assurer la protection de la vie et de la santé des personnes et des animaux et la préservation des végétaux, et il est ajouté, tout en facilitant le commerce. Ben oui. La porte est ouverte. Petit b, de faire en sorte que les mesures sanitaires et phytosanitaires, SPS, des parties, ne créent pas d'obstacles injustifiés au commerce. C'est-à-dire que quand on voudra faire entrer en ligne de compte les clauses qui seront les causes environnementales, sanitaires, sociales, ça ira devant des tribunaux, ça sera considéré comme des obstacles au commerce et à la sortie, on sera roulé. Et André, tu sais, que tu as suivi ça très près, que suite à notre arrivée dans la majorité, suite à l'étude que vous avez mentionnée tout à l'heure de Kathleen Schubert, demandée par le président de la République sur les conséquences du CETA, on a changé la composition de ces tribunaux arbitraux qui seront désormais non mais c'est très important, nommé par les États et deux qui auront en dernier recours les États comme juges. Donc on ne se met pas dans les mains des tribunaux, contrairement à ce qui avait été négocié dans le CETA par les deux majorités précédentes. Je ne veux pas vous vendre du rêve. La seule chose que je veux vous dire, c'est que la phrase que Dédé vient de citer, c'est exactement ça. C'est au cœur de nos contradictions aujourd'hui. Soit on fait plus de commerce. Mais non. Exactement. Mais vous êtes dans le cliché. Non. Juste pour reprendre ce que vous dites. Est-ce que je peux finir? Oui. Je pense qu'ici, autour de la table, je pense que personne n'est convaincu qu'il faut arrêter le commerce. Parce qu'on sait bien... Personne ne l'a dit d'ailleurs. Non, mais je veux juste... Entre commerce et libre-échange, c'est pas la même chose. Je l'ai entendu un certain nombre de fois ailleurs. Peut-être pas dans cette salle. Bon. Donc la question, c'est comment... Mais je ne savais pas si je rêvais aussi. Les couteaux de pierre sont excellents, le Cantal est merveilleux, il est très bon à Montréal, je le confirme. La question, c'est comment on adapte ces accords de libre-échange du 21e siècle de manière à s'assurer que la première phrase d'André, c'est pas du pipeau. Et ça, il y a une chose que je peux vous dire, c'est qu'on y travaille tous et personne dans cette majorité ne se lève le matin en disant comment je vais sacrifier telle filière au bénéfice de telle autre. C'est faux. Maintenant, on va sans doute pas être d'accord sur toutes les solutions, mais là-dessus, le Mercosur, on est contre, on l'a dit, il l'a dit avant même que le président le dise, parce qu'on n'a pas les conditions de traçabilité et de sécurité qui assurent que la première phrase d'André soit vérifiée. Nous, on est convaincus, on a peut-être tort, qu'avec le Canada, cette première phrase, elle est vérifiée. Pour l'instant, reconnaissons quand même que depuis 2 ans qu'il est en œuvre, cette première phrase, elle est vérifiée, on apporte des cacahuètes. On va continuer à suivre. Et on reviendra ici, si vous voulez, tous les ans faire le suivi ensemble, en débattre ensemble, se faire engueuler. Mais si jamais un jour, il s'avérait qu'on ait un peu raison, j'espère aussi qu'on nous le reconnaîtra. J'espère aussi qu'on nous le reconnaîtra, y compris dans les filières, on entend peu, qui en bénéficient. Ceux-là, on les entend pas beaucoup. Merci. J'ai félicité l'initiative des EGA, donc j'ai déjà félicité des choses faites par la majorité. Et là, je vous prends à défaut de trouver, et je peux même vous le montrer, madame la députée, non, je parle à madame la députée qui dit qu'on ne fait que de la critique. On ne fait pas que de la critique systématique, justement. Je vais revenir sur, parce que ça a été très bien présenté par Roland Lescure, sur cette évolution au travers des tribunaux.
vous avez oublié quand même de préciser une chose, c'est l'Europe qui pourra activer ça. Et c'est pas la France toute seule. Il faudra qu'il y ait une unanimité des 27 pour aller revoir les règles qui entravent le commerce. C'est pas, même si vous le décidez, même si vous le portez, il faudra aussi convaincre les 27 et donc convaincre des pays comme l'Allemagne qui sur un accord peut être plus gagnant que la France, qu'il faut aller revoir les conditions de l'accord. Donc on sait très bien, et vous le savez comme moi, que c'est de toute façon ça va pas bouleverser les choses. C'est toujours les règles de l'OMC qui s'appliqueront. Et on sera toujours contraint à ça. C'est pas la France toute seule, malheureusement, parce que vous en aviez l'intention. Donc c'est bien présenté, mais il faut présenter les choses jusqu'au bout. Et pour arriver à utiliser ce que vous avez dit dans la réforme, il faudra qu'il y ait l'unanimité des pays européens, ce qu'on n'est jamais arrivé. Et ça me fait faire le lien avec une chose que j'ai pas évoquée tout à l'heure, c'est la clause de sauvegarde. Vous avez parlé, vous inquiétez pas. Alors ça c'est top. Pas dit vous inquiétez pas. Non mais ça c'est, non mais la clause de sauvegarde, celui qui a inventé le terme. Politiquement, il a été très bon et très habile. Non, c'est pas vous, c'était avant. Mais c'était très habile. Ça part tout seul. Clause de sauvegarde, on dit, oh punaise, c'est bon, on est protégé. Non, il faut quand même dire ce que c'est que la clause de sauvegarde. La clause de sauvegarde, elle ne s'appliquera que le jour où les 27 pays européens seront déclarés en crise en même temps. La notion de crise, déjà, il faut la définir de façon européenne. Aujourd'hui, la seule lecture qu'on peut en faire, c'est les filets. Vous savez, les prix planchers, là. Parce que ça existe toujours, sauf qu'ils sont à 1,50 €. Moi, je dis très simplement, le jour où on aura activé la clause de sauvegarde, vous embêtez pas, on sera plus là. Il y a un moment qu'on aura disparu. À 1,50 €, il y a un moment qu'il n'y aura plus de production en France. Donc voilà, arrêtons aussi d'utiliser des choses qui ne sont de toute façon pas utilisables, qui ont été mises, et notamment qui a été portée par Cécilia Malmström pour essayer d'embellir un peu le sujet, parce qu'elle savait que ça serait difficile à faire passer dans certains États membres. Mais c'est tout. Arrêtez de nous dire que la clause de sauvegarde, si vous y croyez à la clause de sauvegarde, expliquez-nous comment vous allez l'utiliser alors. Expliquez-nous comment la France va, elle toute seule, utiliser la clause de sauvegarde pour sauver ses agriculteurs. C'est pas possible. Le débat quand même. Écoutez, moi je venais d'arriver, je crois que le débat on l'a eu. C'était intéressant. On l'a eu au Parlement, j'imagine c'est intéressant de confronter les opinions. C'est vrai que ce CETA inquiète beaucoup nos éleveurs, hein, par définition. Et bon, toute cette idée à l'heure du développement durable d'importer des produits venant de l'autre côté de l'Atlantique, c'est tout de même assez curieux dans le sens où c'est pas en adéquation avec ce qu'attendent d'ailleurs nos éleveurs qui ont des inquiétudes économiques, mais aussi le consommateur. C'est utile le débat. Mais bien sûr, ça éclaire, c'est pas difficile, on est chacun sur nos positions. On sait que la République en marche défend sa position, nous on défend la nôtre. Mais là il y a un ras-le-bol là, qui se présente un petit peu d'une façon dure, quoi. Oui, il y a le ras-le-bol des éleveurs à qui on demande toujours plus. Voilà. Et en fait, on s'aperçoit que le commerce avec le Canada, encore de l'atrazine va arriver. Tu l'as pas dit ça d'ailleurs, tiens. L'atrazine, tu sais ce que c'est l'atrazine? Oui, mais ça fait 10-15 ans qu'on n'a plus le droit d'en employer. Farine animale. C'est pas de la farine animale. Si, c'est de la farine animale, poulet, poisson, c'est des animaux. Les difficultés de la filière bovine, elles datent... Mais je n'ai pas dit que c'était j'ai pas dit que ça en rajoute. Moi j'étais conseillé... Quel signe vous envoyez aux agriculteurs français? Quel signe? À qui on demande toujours plus en termes de normes? Circuit court. Et là, la bidoche, elle va faire des kilomètres, en termes environnementaux, la bidoche, elle va faire des kilomètres du Canada vers chez nous. Je te pose une question. Regarde. Je peux plus parler. Oui, non, mais je ne vais pas parler fort. On a dans l'Union européenne, on a intégré par exemple la Pologne et la Roumanie. Donc là, on fait zéro contrôle, puisque c'est censé être équivalent. Est-ce qu'on a plus de points communs en termes de références socioculturelles avec le Canada qu'on en a avec la Pologne et la Roumanie? Moi, j'ai rien contre les Canadiens. Ils sortent en Europe. Ben oui, mais en termes de risque, pourquoi est-ce qu'on a, je veux dire, Donc ça veut dire que tu es en train de me dire aujourd'hui on n'est pas capable de contrôler ce qui se passe en Europe et on nous dit on va contrôler mieux le cas. On ne produit pas assez de viande pour nourrir rien que nous, notre pays. Et comme nous, on leur a expliqué que nous, quand on fait le choix d'exporter, on se porte sur des créneaux différents où il n'y a pas d'offre locale. Et ça, ils ne comprennent pas. Le problème des farines animales, non, il n'y a pas de souci. Ils savent contrôler. Ils te parlent de 50 fermes qui sont au top pour l'export, alors que c'est pas vrai, c'est que 36. C'est des sauveurs, heureusement qu'ils sont là, sinon nous, on serait perdus. Et après, on les renvoie à la contradiction que les EGA, avec l'article 44 et les CETA, c'est contradictoire. Et quand on est député, qu'on vote des lois, on se garde une optique, un cap et on ne dévie pas. Donc on a voulu les mettre en contradiction, mais ça, Moreau, apparemment, ne comprend pas. Mais alors, après, c'est difficile. Enfin, on peut comprendre aussi l'exaspération. Là, on l'a bien vu, là,
des gens qui veulent arrêter le débat, quoi, qui veulent... Oui, tout à fait. Après, on les a interpellés sur le fait que nous, avec le CETA, c'est 25 à 30 000, tout accord confondu, d'éleveurs qui vont sauter, passer à la trappe d'ici quelques années, et après 50 000 dans la filière. Donc nous, dans des départements ruraux du Massif central, qu'est-ce qu'on va faire, quoi, c'est ça. Et on est quand même sur des systèmes familiaux, à base d'herbes, autonomes, c'est ce que veut la population française, avec une sécurité alimentaire derrière, ce qu'il n'a pas dans les autres pays. Donc il faut savoir si au niveau français, il y a une réelle volonté de sauver l'agriculture. Effectivement, alors c'est vrai que tout ça c'est contradictoire, on le voit bien. La France veut laver plus blanc que blanc, mais on accepte de faire rentrer des produits qui ne correspondent pas aux standards de production, c'est l'article 44. Et l'incohérence mène un peu à durcir un peu Et même ce qui nous fait rire, c'est que la loi, l'article 44 a été votée, mais une loi ne doit pas s'appliquer. Donc il y a quelque chose que je ne comprends pas. Les lois sont faites pour ne pas être votées. Donc c'est-à-dire, je reprends ma voiture, c'est 80, je me fais attraper, je vais dire ah mais moi, Monsieur Moreau m'a dit que les lois n'étaient faites pour ne pas être appliquées. Voilà, vous voyez avec Moreau. Le débat est très important, mais on voit quand même qu'il y a une exaspération qui fait que les gens débordent un petit peu et c'est difficile. Il faut bien comprendre qu'il ne peut y avoir que de la colère. Il peut y avoir que de la colère dans la mesure où c'est la survie d'une production, c'est la survie de nos éleveurs qui est en cause aujourd'hui. Donc on ne va pas reprocher qu'il y ait colère. Bon, il y a eu un échange avant, le débat a eu lieu, les différents points de vue se sont exprimés. Ce débat a été interrompu à la fin, par un mouvement qui est certes un mouvement de colère que je ne partage pas forcément dans la forme, mais je respecte les éleveurs qui l'ont décidé. Vous trouvez le débat intéressant ? Sur le fond, oui, parce que je pense qu'on a pu exprimer les désaccords qu'on met en évidence depuis un moment. Je pense qu'on a montré les contradictions de ce gouvernement, et notamment de la commission économique. Et je pense que voilà, ils n'ont pas su, je pense, changer d'argument et changer de stratégie qu'ils ont développée depuis un an, quoi. Vous êtes inquiet pour l'agriculture ? Oui, je suis inquiet. Dans ces conditions ? Oui, je pense que c'est inquiétant. Voilà. C'est inquiétant, on le sent dans les campagnes. Je pense que la démonstration qu'il y a eu là, certains l'appelleront peut-être de force, mais je pense que ça montre le malaise agricole, ça montre l'inquiétude des mondes paysans. Je pense qu'on entendait un jeune scander qu'un de leurs copains de 25 ans s'était pendu. Voilà, c'est des choses graves, c'est une réalité du monde agricole, mais je pense que le gouvernement n'a pas pris la mesure du danger.